Alors, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Mise en autonomie, on en a déjà eu une avec M. Nicolas Cassiap qui avait pratiquement fait tout le boulot. Là, on doit surtout cette conférence à Charles Terroil, qui est en FIFB, donc qui est au Kent et qui est venu vraiment pour organiser et animer cette conférence. Et surtout, merci à nos 3 intervenants de venir. Je pense que le débat va être riche du fait que vous soyez 3. Donc voilà, merci à tous d'être là. Bonsoir à tous. Sciences Po Lille est très heureux d'accueillir ce soir 3 grands noms du domaine des lanceurs d'alerte. Je remercie donc la direction de Sciences Po Lille, mais surtout l'association Sciences Po Lille TV qui ont rendu cette rencontre possible. Sans plus attendre, voici donc nos invités. Madame Delphine Paulet-Panoussis, vous avez co-dirigé l'ouvrage Les lanceurs d'alerte, quelle protection juridique, quelles limites, publié en 2017 chez LGDJ. Bienvenue à vous. Monsieur Juan Branco, vous êtes avocat de Julian Assange et de Wikileaks. Bienvenue à vous également. Et enfin, monsieur Antoine Deltour, vous êtes lanceur d'alerte, celui à la base de l'affaire LuxLeaks. Et c'est avec un plaisir particulier que je vous accueille ici ce soir. Vous nous faites tous les 3 l'honneur de votre présence et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation tous les 3. Vous représentez tous les 3 une facette très spécifique de cette question des lanceurs d'alerte. Et notre conférence s'intitule « Les lanceurs d'alerte et le journalisme ». Nous aurons donc ce soir l'occasion de répondre à différentes questions. Quel rôle la presse joue-t-elle ou n'a-t-elle pas joué par rapport aux lanceurs d'alerte? Pourquoi la loi sur la protection des lanceurs d'alerte est-elle insuffisante? Ou alors, faut-il aller dans une ambassade aujourd'hui pour lancer l'alerte? Mais aussi, pour commencer, peut-on s'accorder sur la définition d'un lanceur d'alerte? Avant toute chose, revenons à l'affaire LuxLeaks d'abord, car nous avons la chance d'avoir ce soir un lanceur d'alerte avec nous, et cette affaire et ce parcours pourra nous servir un peu à confronter la théorie, les discussions et la réalité et le parcours humain d'un homme lanceur d'alerte. Imaginez-vous donc, en 2012, mai 2012, Cache Investigation diffuse sur France 2 le reportage « Paradis fiscaux, les petits secrets des grandes entreprises », basé sur les documents d'Antoine Deltour, ici présent. L'opinion entend donc parler pour la première fois de cette affaire. C'est le début du plus gros scandale financier d'Europe à ce jour. Comment cela a-t-il commencé? Pouvez-vous, Antoine Deltour, nous relater le début de cette affaire? Comment vous l'avez vécu et les faits? Bon, en quelques mots, déjà bonjour à tous et merci pour cette invitation. En fait, j'étais jeune diplômé et comme la plupart d'entre vous, je pense, j'étais très préoccupé par mon insertion professionnelle et donc j'étais très ravi d'intégrer une grande entreprise, un des 4 grands cabinets d'audit. Et en plus au Luxembourg, où j'étais un peu mieux payé qu'en France, c'est pas très loin de ma région natale, la Lorraine. Et en fait, dans le cadre de mon travail d'auditeur qui consiste à participer à la certification des comptes des entreprises, j'ai découvert l'ampleur de pratiques fiscales que tout le monde soupçonnait au Luxembourg, mais des choses qui allaient bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est-à-dire que je ne suis pas totalement naïf, j'étais déjà sensibilisé à certaines problématiques, et évidemment la fiscalité fait partie de l'attractivité du Luxembourg, ça tout le monde le sait, mais j'étais quand même très attaché à mon travail parce que j'y voyais une utilité sociale, c'est celle de valider, d'apporter une fiabilité aux données financières des entreprises. Et la grande déconvenue, la grande désillusion, et que connaissent d'ailleurs beaucoup de jeunes diplômés qui commencent leur parcours professionnel, là en l'occurrence ça a été de me rendre compte que je travaillais au service de clients qui étaient présents au Luxembourg pour des raisons quasi exclusivement artificielles et fiscales en fait. Donc j'auditais les comptes de coquilles vides, de holding donc, qui n'avaient ni salariés, ni chiffre d'affaires, donc aucune activité économique réelle, et ces coquilles vides permettaient uniquement de rapatrier, de transférer des bénéfices, souvent colossaux, au Luxembourg, en provenance de pays où l'activité économique réelle a lieu avec des salariés qui du coup ne touchent aucun intéressement, avec des parties prenantes, voilà, des entreprises qui utilisent des infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée, qui utilisent des routes, et qui ne contribuent pas à ça là où elles ont leur activité économique. Et donc on transfère ces bénéfices au Luxembourg, où ils ne sont quasiment pas taxés. En fait, moi, dans mon travail,
au fur et à mesure que j'ai gagné un peu d'expérience, j'ai commencé à avoir une vision un peu plus globale des choses et constater qu'effectivement, il y avait des cas de flux financiers, des profits importants qui étaient taxés à 3%, 2%, et qui n'étaient pas taxés ailleurs. Parce que c'est ça, les règles fiscales sont très complexes et souvent l'objectif c'est d'éviter une double imposition. Donc c'est ça un peu le piège aussi, peut-être que ces profits que je voyais passer en fait étaient taxés ailleurs, mais non, c'était pas le cas. Et tout ça a été validé par l'administration fiscale. Donc je manipulais dans mon travail des documents approuvés par l'administration fiscale luxembourgeoise qui permettaient de ne quasiment pas payer d'impôts. Et des documents extrêmement confidentiels. Et donc, c'était dans un contexte voilà, de crise des dettes souveraines. On était en 2010 avec une situation qui était grave sur le plan humanitaire hein, en Grèce, et avec voilà, un consentement à l'impôt qui s'effritait, et c'était que le début, parce qu'on voit encore aujourd'hui que cette question du consentement à l'impôt est encore au cœur de certains débats. Et donc, j'étais vraiment profondément choqué par ce que je voyais. Et c'est pour ça que, donc, après avoir démissionné, quand j'ai constaté que j'avais accès à des centaines de ces documents extrêmement confidentiels qui en fait, prouvaient l'approbation des autorités fiscales de ces pratiques qui, en fait, exploitaient toutes les failles de la fiscalité en Europe pour ne pas payer d'impôts, et ben, j'ai copié ces documents pour quelques mois après les transmettre à un journaliste et essayer de susciter un débat public sur cette question qui vraiment me paraissait, enfin qui me préoccupait beaucoup. Est-ce que vous pourriez, par exemple, pour mieux comprendre ce que c'est vraiment de lancer l'alerte, ce moment où vous avez donc lancé l'alerte, comment avez-vous, quel cheminement en fait avez-vous pris pour vous dire je vais envoyer ces documents à un journaliste? On pose souvent la question du déclic, et en fait il n'y a pas de déclic, c'est une prise de conscience progressive. Et voilà, c'est vraiment avec l'expérience. Et au départ, j'ai commencé à témoigner de vraiment ce qui m'indignait de manière anonyme sur Internet. J'ai pris la parole une fois à une émission radio, mais sans dire exactement quel était mon employeur, ni citer de nom de client, évidemment. Et après, du coup, on ne se réveille pas un matin en se disant je vais être lanceur d'alerte. C'est plus là, le fait d'avoir accès à ces documents qui m'a décidé, parce qu'il y avait une dimension fortuite à ça. Et après, c'est que faire de ces documents. Et là-dessus, n'étant pas fiscaliste, j'ai d'abord cherché à valider l'interprétation que j'avais de ces documents. Et dans un deuxième temps, voilà, c'était une matière plus pour des journalistes que pour n'importe qui d'autre, en fait. Et ça, c'est un élément important dans la protection des lanceurs d'alerte. C'est est-ce qu'il existe une manière alternative de procéder. Et dans mon cas, j'avais pas de matière à en parler à mon employeur, puisqu'il était directement partie prenante. Ça faisait partie de son modèle d'affaires de négocier ces accords fiscaux, ces décisions fiscales anticipées pour le compte de leurs clients. Et il n'y avait pas non plus d'alerte à porter auprès des autorités, puisqu'elles étaient également signataires de ces décisions fiscales. Donc évidemment, là, il n'y avait pas d'autre issue que de s'adresser directement au public. Juan Branco, que vous inspire un peu ce récit par rapport à votre client, donc Julian Assange, que vous représentez depuis quelques années déjà? Julian Assange, c'est quelqu'un qui lui aussi s'est construit sur une échelle de temps qui est extrêmement longue. Là, c'est à peu près 25 ans entre le moment où il commence par proximité avec un outil technique qu'il a la chance d'avoir en Australie, auquel il a la chance d'avoir accès en Australie, qui lui permet de découvrir la façon dont fonctionnent les réseaux de l'époque, à la fin des années 80. Et il va en quelques années devenir l'une des personnes les plus brillantes en ce domaine. Donc il a 15-16 ans. Il passe des semaines dans les serveurs du Pentagone à se balader, en fait, à découvrir tous les fichiers qui sont stockés, les communications entre les porte-avions et Washington, les différents lieux de commandement de l'armée américaine. Et il commence à étendre, par curiosité, peut-être comme vous l'auriez fait ou comme je l'aurais fait à cet âge-là, ou même à votre âge, peut-être un peu moins au mien, à perdre du temps en quelque sorte avec quelques amis dans ces espaces-là. Et évidemment, il commence à s'amuser dedans, à trafiquer quelque chose pour envoyer des messages sibyllins ou rigolos, des blagues aux administrateurs du Pentagone. Et en fait, il va se politiser à travers des informations qu'il va découvrir dans cet espace. Il va être repéré, mis en prison pour quelques mois, et va s'en suivre une crise existentielle très lourde dans laquelle
Il le raconte de façon très drôle dans une sorte d'autobiographie qu'il a écrite sous pseudonyme avec une journaliste, où quand les policiers australiens viennent le chercher, il a caché les données qu'il avait piratées dans la ruche d'abeilles qu'il a chez lui. Donc c'est quand même un personnage assez particulier. Et il voit les policiers qui arrivent, qui toquent à la porte et dit... enfin, c'est pour vous dire aussi à quel point l'irréalité de ce que vous faites quand vous êtes l'une de ces personnes peut être presque sidérante. Il ouvre la porte et il voit les policiers, il comprend évidemment pourquoi ils sont là. Il leur dit « Non, mais c'est pas possible, est-ce que vous pouvez revenir à un autre moment ?» Ma femme vient de me quitter, il a 21 ans ou 22 ans, ouais, il est complètement ailleurs, en fait, en quelque sorte. Et on se rend rarement compte, j'ai l'impression, quand on commet ce genre d'acte, de l'ampleur que cela va prendre et à quel point ça risque de transformer notre vie. Et donc entre ce moment-là et le moment où il crée Wikileaks, en 2006 ou 2007, si je me souviens bien, il y a 15 ans, quelque part, d'errance, de découverte du monde, de construction politique, philosophique, intellectuelle, qui vont lui permettre d'affiner son rapport à ces questions et construire un rapport à l'outil, donc faire que sa connaissance technique devienne un outil politique, jusqu'au moment où il décide justement de créer une structure qui va permettre d'accueillir les données que vont lui transmettre des lanceurs d'alerte, et non pas devenir lanceur d'alerte lui-même. Il faut avoir cette distinction en tête. Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte, lui se considère comme un journaliste. Il a cette théorisation du journalisme comme un journalisme scientifique qu'il exercerait, c'est-à-dire qu'il ne publie sur son organe de publication Wikileaks que des informations qui sont directement sourcées et ouvertement sourcées. Donc contrairement à ce que fait une grande partie du journalisme, notamment politique, qui s'appuie sur des sources avec qui il négocie la confidentialité des données, tout ce qui est dit sur Wikileaks trouve appui sur des documents, des sources primaires, qui vont permettre de prouver que c'est vrai. Donc Wikileaks entretient un rapport à la vérité extrêmement puissant, au point où certains y voient une forme oraculaire de notre contemporain. Et donc Julian va se lancer là-dedans, d'abord un peu seul, avec des réseaux de hackers dans lesquels il s'est inséré, et puis très rapidement va provoquer une déflagration mondiale parce qu'il a découvert une forme qui va se généraliser ensuite avec d'autres modèles, comme le Consortium international de journalistes ou d'autres, qui permet en fait à des lanceurs d'alerte, donc tout en gardant leur anonymat, d'envoyer des informations et de les rendre publiques à travers une plateforme qui elle-même a accès à une audience mondiale. Ça crée des contraintes parce que Wikileaks ne peut pas publier tout et n'importe quoi en termes d'ampleur, c'est-à-dire que c'est seulement en éteignant un certain seuil qu'il est intéressant d'envoyer des choses à Wikileaks, parce qu'il doit y avoir un intérêt, si ce n'est à minima national et éventuellement qui touche à l'ensemble de la planète. Ça crée aussi des contraintes en termes de concentration des moyens, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus facilement espionnable, en tant que Wikileaks, je ne veux dire pas les sources, infiltrable, etc. Donc évidemment, quand vous devenez quelque chose qui symboliquement a cette importance, vous attirez l'attention de l'ensemble des services secrets du monde, vous et votre entourage, et donc il est de plus en plus difficile d'exercer ce rôle de protection par rapport à vos sources. Et finalement, par contre, derrière, ça permet de donner une ampleur extraordinaire aux combats qui sont menés par les lanceurs d'alerte. Or, ce n'est pas une donnée secondaire, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui se font écraser, soit avant d'avoir réussi à révéler les informations, soit après les avoir révélées, parce que ce qu'ils révèlent est étouffé par les appareils de pouvoir contre lesquels ils se battent. Et là, on a quelqu'un qui a réussi à survivre à tout cet appareil de pouvoir qui s'est déployé pour tenter soit de le taire, de le délégitimer, soit tout simplement d'écraser les informations en question. Antoine, c'est une exception. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'héroïser ou quoi que ce soit, mais de dire quand même que ce à quoi on a accès aujourd'hui, c'est quelque part quelque chose qui est quasiment de l'ordre du miracle, et il faut une grande ténacité et un grand courage pour avoir résisté au parcours qui a été le sien et pour avoir tenu bon face aux nombreuses offensives qui ont eu lieu. Et il y a eu toute une série d'appuis qui ont, j'imagine, permis cette survie quelque part, mais il faut prendre en compte cette dimension importante qui est de dire qu'en fait, pour arriver à ce que Antoine Deltour puisse aujourd'hui faire cette conférence devant vous sans craindre une quelconque forme de mesure de répression ou de censure, eh bien, il a fallu un long combat qui a nécessité beaucoup de moyens qui dépassaient sa personne et qui n'est pas du tout évident à mener et que les protections actuelles, notamment législatives, ne permettent pas toujours de mener. Ce fait que des lanceurs d'alerte puissent être écrasés, et nombreux du coup sont écrasés aujourd'hui, ça rappelle le thème du risque qui est central, Madame Paulet, à votre analyse et à votre ouvrage. Est-ce que ces témoignages confirment un peu vos conclusions dans votre ouvrage sur le risque vraiment
les différentes étapes, le risque avant, le risque après, pendant? Oui, c'est-à-dire que effectivement, l'alerte peut être un moyen de prévenir la réalisation d'un risque, un risque pour les finances publiques, un risque pour la démocratie, un risque pour les libertés. Et malheureusement, parfois, on est au-delà du risque, c'est-à-dire l'atteinte est déjà caractérisée. Donc c'est un moyen de prévention du risque, oui, mais pas seulement. Donc ça c'est sûr. Et après, le lanceur d'alerte lui-même, comme je pense le cas de M. Deltour est là pour le prouver, encourt un certain nombre de risques de poursuites, comme il y en a eu, de poursuites pénales, risque après, là M. Deltour vous aviez démissionné, donc il n'y a pas eu de risque en interne, mais il y a certains lanceurs d'alerte qui font l'objet de sanctions disciplinaires, de licenciements, ça va jusque là, donc oui, il y a un risque à la fois... Enfin, il y a un risque très, très net pour le lanceur d'alerte. Alors après, si on veut aussi parler, il peut y avoir aussi un risque pour une société qui peut être aussi parfois abusivement mise en cause. C'est-à-dire il y a un risque aussi en termes d'image aussi. Mais ce risque-là, il est peut-être moins mis en avant et c'est pas le premier, on va dire. Mais voilà, il y a des risques en tout cas à tous les bouts de la chaîne. Un exemple, par exemple, de lanceur d'alerte qui a pu se trouver vraiment écrasé, ça serait peut-être Antoine Deltour, le deuxième personnage de cette affaire LuxLeaks, Raphaël Allais, qui n'a pas procédé de la même façon que vous et qui s'est retrouvé en fait, finalement à donner les mêmes documents, pas dans le même nombre, mais à avoir un destin absolument différent, radical. Oui, alors son histoire en quelques lignes, donc en fait il regarde le premier cache investigation avec les décisions fiscales que j'avais transmises, et en fait lui gère le service qui s'occupe de la numérisation et de l'archivage de ces documents. Donc là, c'est ce qu'il raconte, hein, et là il prend conscience qu'il travaille au service de quelque chose qu'il n'approuve pas du tout, et il se dit qu'il a sous la main des exemples beaucoup plus éloquents que ceux mobilisés dans Cache Investigation. Donc il prend spontanément contact avec le journaliste pour lui proposer des noms d'entreprises qui ne sont pas au hasard. Hein. C'est Apple, c'est Amazon, voilà, c'est des grands noms qui sont, pour certains, depuis, ont été condamnés par la Commission européenne pour leurs pratiques fiscales. Et donc il transmet ces documents et in fine, ils atterrissent dans le même jeu de documents mis en ligne par le consortium de journalisme d'investigation qui s'est fait aussi connaître pour les Panama Papers ou les Paradise Papers. Et donc il fait l'objet des mêmes poursuites. On est tous les deux inculpés pour les cinq mêmes délits, donc violation de secret d'affaires, violation de secret professionnel, vol, etc. Et à sa différence, en fait, c'est que j'avais déjà été identifié comme une source de la part du cabinet d'audit, hein, qui avait fait une enquête interne et qui avait donc dû reconnaître auprès de ses clients qu'une fuite massive provenait de ses services. Et donc à ce moment-là de l'histoire, en fait, un grand cabinet d'audit ne peut pas admettre qu'ils sont gravement plantés 2 fois de suite, quoi. Il ne peut pas y avoir une deuxième source. Du coup, il subit une pression absolument terrible. Et donc, par exemple, à son domicile viennent des gendarmes qui accompagnent l'état-major du cabinet d'audit. Donc c'est très intimidant, hein. Lui c'est quand même un salarié. Voilà. Et donc il frappe à son domicile, personne n'est là. Les gendarmes simulent un cambriolage pour qu'il se rende sur place. Du coup sa femme arrive en urgence, elle est au courant de rien, elle ne savait pas ce qu'il avait fait. Et tout ça, donc en fait, c'était une perquisition civile donc, qui avait été autorisée par un juge français en dehors de toute inculpation. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare et qui avait pour objet notamment de violer le secret des sources. Donc c'est-à-dire que ces gendarmes sont allés sur l'ordinateur de Raphaël Allais pour identifier, et notamment les gendarmes et son chef sont allés sur son ordinateur pour identifier ce qu'il avait précisément transmis aux journalistes. Donc ça, c'est quand même assez grave en termes de respect de la liberté de la presse. Et ça s'est passé en France. Donc là, il subit une pression terrible et qui le conduit à signer un accord de confidentialité qui le menace de devoir 10 millions d'euros de dommages et intérêts si jamais il évoque cette affaire. Et donc il se trouve dans une situation tout autre que la mienne, puisque moi, à partir du moment où j'ai des poursuites, avec mes avocats, on mobilise une stratégie de sortie de l'anonymat en considérant que ça peut avoir une dimension protectrice. Et ce qui s'est passé
a posteriori, j'ai eu un certain nombre de... C'est pas évident hein, de sortir de l'ombre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, à une époque, j'étais complètement parano, mais n'empêche qu'il y a un comité de soutien qui s'est constitué et c'est grâce à ça que je m'en suis sorti. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des soutiens très larges. Et là, Raphaël Allais est dans une situation tout autre. Il n'a pas le droit de parler de cette affaire. Et donc, il subit une pression énorme. Il est licencié, il est isolé et il monte dans le train en marche en fait. Et c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et d'ailleurs, il n'a pas été acquitté par la justice luxembourgeoise. Et son cas est encore en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a accepté d'étudier son dossier, ce qui est assez rare. Il y a quand même une très très grande majorité des dossiers qui sont rejetés avant même d'être examinés. On a donc un exemple d'un cas de lanceur d'alerte qui finalement n'a pas pu vraiment, qui a pu donner l'alerte, mais qui a perdu quelque chose vraiment de sa vie, de lui-même en chemin. Est-ce que Julian Assange n'est pas, dans une autre mesure, une autre personne qui a subi vraiment au niveau de son corps, de sa personne, des attaques très dures? Ah oui, Julian Assange fait l'objet d'une sacrée campagne de harcèlement et de destruction depuis qu'il est devenu le fondateur de Wikileaks. Bon, il y a la factualité, c'est-à-dire qu'il est enfermé depuis 6 ans dans 20 mètres carrés au sein d'un rez-de-chaussée d'une ambassade en Équateur et qu'il était mis à l'isolement pendant 7 mois pendant l'année 2018, c'est-à-dire sans même avoir accès à Internet et avec des droits de visite qui étaient limités à 4 avocats qui pouvaient venir de temps en temps. Alors le régime qui est pire qu'un régime carcéral, il n'y a pas de cour intérieure, hein, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas d'accès au soleil, a été légèrement réduit dans sa drasticité ces derniers temps, mais on se retrouve quand même dans une situation où au-delà de ça, il n'y a aucun droit à l'intimité. Enfin, pour prendre sa douche, il doit traverser un couloir qui est occupé par du personnel de l'ambassade. Évidemment, il est sous écoute et sous contrôle de n'importe quelle visite qu'il fait ou pourrait faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tout son entourage, évidemment, est soumis à une immense pression. Il a un enfant en France qu'il n'a jamais vu, en fait, parce qu'il a eu peu avant il a conçu peu avant d'être enfermé, et pour des raisons, en fait, qui tiennent à la protection de la vie de l'enfant, il ne peut pas venir dans l'ambassade parce qu'il risquerait de s'exposer, de faire l'objet de pression qui servirait à faire du chantage contre Julian Assange. Je rappelle quand même que Julian Assange, Wikileaks, a été explicitement décrit par le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui est devenu entre-temps secrétaire d'État aux États-Unis, comme la principale priorité de l'agence états-unienne. Donc c'est une situation qui est extrême et qui s'accompagne en fait de campagnes de diffamation et de harcèlement que je mentionnais tout à l'heure, qui consistent à le faire passer pour un homophobe, un antisémite, un agent du FSB, un violeur pendant des années. Vous remarquerez que pendant des années, on a qualifié Julian Assange de violeur dans la presse, mais par milliers d'articles. Lorsque l'affaire a été classée sans suite, je n'ai pas vu un journaliste s'excuser d'avoir traîné dans la boue quelqu'un qui avait été traîné dans la boue parce qu'il avait dit la vérité. Et donc cette personne a survécu, mais aurait parfaitement pu ne pas survivre. Et il y a une absence de remise en question qui, moi, par ailleurs, m'a radicalisé dans mon rapport aux médias et à leur rapport au pouvoir, qui pose la question plus large, justement, de la capacité des lanceurs d'alerte à survivre, non pas seulement aux pressions du pouvoir, mais derrière, en tant que personne, parce qu'on va fouiller leur passé pour essayer d'y trouver des intentions qui seraient malfaisantes, et n'importe quelle ambiguïté va être utilisée pour les détruire, et une partie de la presse va suivre sans même s'en rendre compte forcément de ce qui se passe, et avec in fine l'envie, en attaquant le messager, de détruire le contenu. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait c'est pas seulement qu'Antoine soit vivant, c'est tout simplement que ce qu'il a fait ait eu un impact politique, parce que c'est le second enjeu de l'alerte. C'est pas seulement de faire dire la vérité, mais que celle-ci permette une transformation du réel. Et je pense qu'il n'y a pas pire que d'avoir dit la vérité, d'avoir sacrifié beaucoup en disant la vérité, et de se retrouver face à un monde qui, immuable, nous oppose son indifférence. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une responsabilité collective par rapport à l'alerte de façon générale, et qui touche à n'importe qui. Et les comités de soutien, dont celui que mentionnait Antoine, ça n'a pas que pour fonction de protéger l'individu. Et c'est derrière de créer un pôle de contre-pouvoir qui va permettre en fait au message de ne pas disparaître et de ne pas se faire écraser par les puissances avec lesquelles il se confronte. Un dernier mot là-dessus, Julian n'est pas un lanceur d'alerte, hein, il est attaqué parce qu'il protège, ou en tout cas il tente de donner un écho aux lanceurs d'alerte et justement de faire que leur message ne soit pas étouffé. Et oui, la grande force de Wikileaks, c'est peut-être ça. Julian Assange a littéralement sauvé Edward Snowden. Edward Snowden n'aurait pas survécu si Wikileaks n'existait pas,
parce que Edward Snowden, après avoir révélé les informations qu'il a révélées au Guardian, à 3 journalistes du Guardian, donc Laura Poitras, Glenn Greenwald et un 3e journaliste à Hong Kong, avait été littéralement laissé pour compte à Hong Kong. C'est-à-dire qu'ils sont repartis et ils ne se sont pas posé la question de savoir ce qu'il adviendrait d'Edward Snowden. Et s'il n'y avait pas eu une employée de Wikileaks qui s'appelle Sarah Harrison, qui par hasard avait vécu à Hong Kong des années auparavant, qui avait été envoyée par Julian à Hong Kong pour lui trouver un avocat, lui trouver une cache auprès de demandeurs d'asile dans une des banlieues de Hong Kong, et ensuite réussir à l'exfiltrer de là, théoriquement jusqu'à l'Amérique latine, jusqu'à ce que son passeport soit révoqué et qu'il soit obligé d'atterrir à Moscou. S'il n'y avait pas eu cette personne-là, Edward Snowden aurait été en prison et resterait en prison. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une irresponsabilité complète, parce que ça n'est pas été encore intégré, institutionnalisé au sein des rédactions, sur la source qui avait été traitée, le fait que s'il avait décidé de de rendre son combat public, eh bien il en assumait les conséquences et il se débrouillait. Alors Edward Snowden, qui avait 27 ans, si je me souviens bien, n'avait pas les moyens de se protéger au-delà de ça. Et donc par miracle, on a réussi à le sortir de là, mais ça a été par miracle, et il est encore dans une position qui est extrêmement confortable, parce qu'évidemment, être dans la Russie de Poutine en étant lanceur d'alerte, vous imaginez bien que ce n'est pas la chose la plus agréable qui soit pour qui que ce soit. Madame Paulet, oui. Justement, en fait, je pense qu'il va falloir aussi qu'on revienne à la définition même du lanceur d'alerte, parce que certains même, alors je ne dis pas que c'est mon cas, hein, mais certains contestent même la qualité de lanceur d'alerte à Snowden, par exemple, et Manning, en les traitant en les considérant comme des leakers, donc ceux qui sont finalement non pas des lanceurs d'alerte, mais des adeptes de la transparence. Et en fait, il y a une différence qui est faite, je ne dis pas que j'y adhère, mais certains essayent de créer une différence entre justement le lanceur d'alerte qui a pour objectif, lorsqu'il dénonce, en fait, la révélation du secret n'est pas une finalité, c'est un moyen pour protéger un intérêt public et pour faire évoluer les choses. Alors que certains disent que dans certains cas, notamment par ce biais Wikileaks, vraiment, la finalité, c'est la transparence, c'est pas forcément faire changer les choses. Alors après, c'est contestable, hein, mais c'est juste pour mettre aussi une pierre au débat, pour montrer que certains même remettent en cause la qualité de lanceur d'alerte en faisant une distinction subtile, et ils se basent sur des faits juridiques. C'est que dans à chaque fois, la qualité de lanceur d'alerte ne leur a pas été reconnue par les juridictions. Mais en même temps, ça encore, c'est pas forcément hyper probant, puisqu'il y a parfois tous les caractéristiques du lanceur d'alerte qui sont réunis, on ne reconnaît pas non plus. Mais c'est un argument sur lesquels s'appuient ces personnes qui font la différence entre les deux. Je peux vous laisser réagir à partir de là, mais sinon... Forcément, je pense que vous allez, bien entendu, remettre en cause. Pour moi, c'est tellement absurde que je n'ai même pas de réponse à apporter à ça. Sinon, du coup, en termes de protection, parce que c'est de ça qu'on parle, la loi, où en est-elle aujourd'hui en termes de loi française, européenne peut-être, et si d'autres pays sortent un peu de l'actuel, peut-être le Brésil, je vois, vous l'avez mentionné dans votre livre, c'est peut-être un pays auquel on ne s'attend pas. Dans le Brésil, ils sont encore pas du tout au point. En fait, ceux qui étaient jusque les années 2000 les plus en avance sur la protection des lanceurs d'alerte, c'était le Royaume-Uni. Puisqu'en 1998, ils avaient adopté le Public Interest Disclosure Act, qui est une loi globale de protection des lanceurs d'alerte, qui les protégeait, en fait, qui protégeait les personnes qui allaient faire des signalements dans l'intérêt général, quel que soit le secteur de l'alerte. Et c'était vraiment la loi la plus protectrice, puisque dans la majorité des pays, y compris en France, on avait jusqu'en 2016, jusqu'à la loi Sapin 2, une protection sectorielle, c'est-à-dire par domaine d'alerte. On protégeait par exemple la personne qui allait dénoncer des faits de fraude fiscale, corruption, mais c'était vraiment par domaine, et la procédure n'était pas non plus précisée. Et en fait, il a fallu attendre en France la loi Sapin 2 pour que nous aussi, on adopte une protection globale des lanceurs d'alerte. Alors la loi Sapin est considérée, la loi française, comme la plus protectrice au monde, au moins sur le papier, parce que la définition du lanceur d'alerte qu'elle pose est la plus générale, dans le sens où le lanceur d'alerte n'est pas forcément enfermé dans sa relation de travail. Dans la majorité des pays,
Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va révéler des informations qu'il a acquises dans le cadre de sa relation professionnelle. C'est normal, il est au courant de choses bizarres dans le cadre de sa relation de travail. La France a fait le choix d'avoir une vision plus large qui permet par exemple à des militants écologistes ou qui permet à des citoyens qui constateraient quelque chose de bizarre de aussi lancer l'alerte. Donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif de la loi Sapin au niveau de la définition, c'est que seule une personne physique peut être considérée comme un lanceur d'alerte, ce qui exclut les associations, alors je pense notamment aux associations de protection de l'environnement, les associations qui se constituent aussi qui veulent dénoncer les conditions d'abattage des animaux, les choses comme ça. Il y a une affaire en cours et à chaque fois ils veulent se constituer lanceurs d'alerte, ça ne marchera pas c'est que pour les personnes physiques. Donc ça c'est la première chose. Sur la définition, donc ça en gros c'est toute personne qui va pouvoir faire qui va pouvoir signaler des manquements aux engagements internationaux de la France, des manquements à la loi, des manquements au règlement, va pouvoir signaler des infractions, des délits, des crimes et délits, va pouvoir aussi signaler toute menace ou préjudice à l'intérêt général. Donc la formulation est très large, elle permet de couvrir plein de choses, plein de domaines de l'alerte potentielle. Après, la loi Sapin s'est inspirée justement de la législation anglaise et elle a mis en place un système de dénonciation par palier, puisque ça c'est recommandé dans tous les standards internationaux en matière de protection des lanceurs d'alerte. Donc en fait, le lanceur d'alerte, s'il veut être protégé, et c'est ça qui est très contraignant en même temps, c'est une façon, on vous donne la protection, mais attention, on vous définit un canal et vous devez vous inscrire dans le canal pour pouvoir être protégé, c'est un peu ça. Donc en gros, si vous voulez lancer une alerte, normalement, vous ne pouvez pas directement aller publiquement, donc vers les médias, pour dénoncer ce que vous avez constaté. Ça ne peut l'être qu'en dernier recours. On prévoit, et c'est pour ça que vous avez bien précisé tout à l'heure dans ce que vous avez expliqué, M. Deltour, que vous n'aviez pas d'autres possibilités, qu'il n'y avait que la possibilité de porter publiquement. Effectivement, normalement, on souhaite, ça c'est une façon de concilier, et c'est souhaité par la Cour européenne des droits de l'homme, on souhaite concilier à la fois le droit d'alerte, qui est une composante de la liberté d'expression, évidemment, et qui garantit le droit d'informer et le droit pour les citoyens d'être informés, donc ça c'est essentiel, mais il faut concilier ça, et la Cour européenne des droits de l'homme est très claire, avec aussi les intérêts contradictoires, l'intérêt que peut avoir un employeur, ou qu'il soit public ou privé, finalement voir une affaire comme ça exploser en plein jour. Donc l'idée, c'est de procéder, comment concilier ces intérêts contradictoires. Le choix qui a été trouvé, c'est de mettre en place cette procédure de dénonciation par palier. Donc en gros, quelqu'un qui se rendrait compte d'un manquement à la loi ou quelque chose qui n'est pas normal, une fraude fiscale, des choses comme ça, il doit en principe au départ s'adresser à son employeur. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Donc normalement, c'est le premier palier, donc quand il le peut, s'adresser à son supérieur hiérarchique, soit direct, soit indirect. Vous en doutez bien, si votre supérieur il est impliqué, vous n'allez pas vous adresser à lui. Et l'idée, c'est que votre employeur ou un référent qui serait désigné, une personne plus neutre qui serait désignée par l'employeur. Alors la France a fait le choix, là il y a toutes les procédures d'alerte interne qui sont en train d'être mises en place, et on fait le choix clairement d'un référent externe pour libérer la parole, parce que vous imaginez quand c'est quelqu'un, votre supérieur hiérarchique ou quelqu'un du service juridique, etc., il n'y a pas de, vous allez certainement révéler des choses qui vont peut-être compromettre certains collègues, votre patron, donc il ne faut pas forcément, vous voulez un minimum... que quelqu'un ne soit pas dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc voilà, donc en tout cas il y a un palier interne à respecter, et on dit que, là je vous dis ce que dit la loi, après on pourra la critiquer, je vous dis ce que dit la loi Sapin. Donc une fois que vous avez, d'abord vous essayez de régler à l'interne les choses, d'accord? Parce que peut-être que votre employeur est de bonne foi et qu'il ne sait pas que telle personne aussi a détourné de l'argent ou des choses comme ça, d'accord? Bon, l'idée c'est ça. Si rien ne se passe dans un délai raisonnable, deuxième palier,
vous avez le droit de porter votre alerte devant ce qu'on appelle une autorité régulatrice. L'autorité régulatrice, ça peut être, par exemple, ça peut être l'autorité judiciaire, le procureur. Par exemple, quand ce que vous dénoncez est constitutif d'un délit ou d'un crime, vous avez même l'obligation, c'est une obligation quand vous êtes par exemple fonctionnaire, de saisir le procureur de la République. Donc ça peut être une autorité judiciaire, ça peut être une autorité administrative, par exemple une inspection ministérielle. Vous allez tout de suite, ça peut être une autorité administrative indépendante. Alors parfois il n'y a personne, c'est ce qui s'est passé pour Monsieur Deltour, il n'y avait rien au niveau employeur, comme c'était une politique généralisée de l'entreprise, évidemment qu'on ne pouvait pas s'adresser à qui que ce soit au sein de l'entreprise. Et puis le niveau 2 aussi était inopérant, puisque il y avait, comme c'était l'administration fiscale qui était elle-même concernée, il n'y avait personne à qui s'adresser pour dénoncer. D'accord ? L'idée, c'est que si possible, on espère qu'il y aura peut-être quelqu'un qui saura finalement arrêter les choses à ce niveau-là. On se dit que si vous portez votre alerte devant une autorité compétente, elle va peut-être, elle disposera de tous les moyens pour enquêter et faire cesser peut-être le comportement litigieux. Et puis si rien ne se passe, eh bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité de divulguer au public. Et vous le voyez, normalement, la divulgation au public, c'est vraiment, tel que c'est prévu dans la loi, le dernier ressort si finalement les modes de traitement de l'alerte précédents n'ont pas fonctionné. Évidemment, pour que la loi soit satisfaisante, il faut qu'il y ait une souplesse entre les paliers. Il faut que quand le palier 1 est complètement inadapté, puisque vous mettez en cause la politique même de votre entreprise, vous puissiez passer directement au palier 2, voire au palier 3, sans que vous perdiez la possible protection. Parce que ce qui est problématique, c'est que souvent, la protection et la bonne foi du lanceur d'alerte dans les affaires juridiques, elle est conditionnée au respect, à la proportionnalité du mode de divulgation. Et il y a souvent plein de lanceurs d'alerte qui finalement, des personnes qui souhaitent être connues comme lanceurs d'alerte, qui ne le sont pas, parce qu'ils ont immédiatement porté leur affaire devant le public. Je pense par exemple qu'il y a des fonctionnaires qui ont dénoncé, par exemple il y avait un fonctionnaire, le nom m'échappe, mais qui avait voulu dénoncer le dysfonctionnement du STIC, les fichiers Pichon, voilà, Philippe Pichon. Il a fait filtrer dans la presse les fiches de Jamel Debbouze et de Johnny Hallyday, puisque en fait c'est pour montrer que dès qu'on se fait même arrêter pour un délit routier, pouf, on est fiché, etc., etc. Donc il a voulu, en dénonçant, il a été, comme il a fait filtrer dans la presse directement, il a été condamné pour manquement à son devoir de réserve, parce que justement, on s'est dit, il n'est pas venu d'abord sur son supérieur pour dire il y a un dysfonctionnement, etc. Donc cette procédure par palier est souvent par les juridictions considérée comme un gage de bonne foi. Et il faut vraiment, quand vous vous adressez directement au public, aux médias comme ça a été votre cas, être capable devant la juridiction de montrer qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Parce que sinon, c'est même la qualité de lanceur d'alerte qui vous est refusée. On dira, mais non, vous êtes finalement juste, vous avez juste violé le secret professionnel, etc. Donc ça, c'est quelque chose auquel les juridictions tiennent, et je vous dis, c'est le mécanisme qui a été trouvé pour concilier la liberté d'expression, mais également l'intérêt de l'autre côté des entreprises mises en cause et pourquoi pas des administrations mises en cause aussi. La presse paraît donc un peu comme un sauveur pour un lanceur d'alerte, mais en même temps, on peut se dire du coup, venant d'un lanceur d'alerte, pourquoi est-ce que, par exemple, dans le cas de la fraude fiscale, une telle, c'est pas seulement un rouage vraiment secret, c'est ce que vous dites souvent, Antoine Deltour, c'est que c'est quelque chose qui était généralisé, globalisé et qui était connu donc d'énormément de cabinets d'audit ou de fiscalistes. Donc en même temps, on peut avoir cette opposition aussi par rapport aux médias, à la presse, puisque ce ne sont pas des gens qui l'ont déjà révélé. Est-ce que c'est du coup le journalisme en fait peut être à la fois le sauveur et en même temps la personne qui a besoin du lanceur d'alerte en fait pour que les choses sortent finalement? C'est vrai que pour prolonger l'exemple des pratiques fiscales, évidemment c'est des pratiques qui dans les grandes lignes étaient connues. En tout cas dans le milieu, tout le monde savait ce que c'était qu'un tax ruling, donc ces décisions fiscales anticipées.
Après, pourquoi ça n'atterrissait pas sur la place publique? Parce qu'il n'y avait pas d'exemple concret en fait. C'est le milieu des affaires, voilà, et on sait pas, personne n'avait le droit de divulguer le contenu d'un rescrit fiscal. Et du coup, c'est le fait de mettre les documents sur la place publique qui permet d'en débattre. Parce que sinon, ça reste dans l'ombre. Et tout était organisé pour que rien ne sorte. Je veux dire, le métier de l'auditeur, c'est en grande partie photocopier des documents pour prouver la réalité des comptes. Et là, pour un auditeur, dans certains cas, c'était impossible d'avoir accès même au tax ruling. Vous pouvez le consulter, mais dans des conditions propres à la Commission européenne, c'est-à-dire on n'a pas le droit même de prendre de notes du document, on a le droit de le consulter que sous surveillance. Quoi. Donc c'était vraiment très, très fortement encadré. On n'avait pas non plus le droit, par exemple, de coopérer avec les autorités douanières en cas de contrôle à la frontière. Donc ça allait assez loin. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, dans ce cadre-là, quand il y a un tel secret qui entoure une pratique, c'est le journaliste qui permet, qui a le droit en fait, dont c'est le métier de lever le secret sur des pratiques. C'est ça le journalisme, c'est révéler des choses qui n'étaient pas connues auparavant. Et après, donc c'est vrai que ça, c'est une issue, enfin un sauveur entre guillemets, en tout cas c'est ce qui permet au scandale d'éclore, mais avec cette mise en danger, et là je suis d'accord qu'il y a besoin de conditionner la protection accordée aux lanceurs d'alerte, parce qu'on ne peut pas autoriser n'importe qui à dire n'importe quoi, évidemment. Après, la question importante à se poser, c'est quelle est la charge de la preuve. Et là, c'est très très important, c'est qu'actuellement, en fait, on exige aux lanceurs d'alerte de prouver qu'ils n'avaient pas d'alternative, et c'est pas toujours évident, parce qu'un lanceur d'alerte, voilà, un salarié qui se retrouve devant un tribunal, il a besoin d'avocat, il n'y connaît pas forcément grand-chose en droit, et il va s'opposer à des intérêts extrêmement puissants qui vont tout faire pour le décrédibiliser, qui vont tout faire pour prouver qu'il y avait une autre manière de faire, pour prouver qu'il n'était pas de bonne foi parce qu'on va inventer je ne sais pas quel récit sur sa personne. Et du coup, là-dessus, je veux dire, c'est important d'accorder une protection légale qui permet, devant les tribunaux, d'être acquittés, mais le mieux, c'est d'éviter aux lanceurs d'alerte d'être poursuivis. Ou en tout cas, quand ils sont poursuivis, c'est à ceux qui s'y attaquent de prouver qu'ils sont vraiment, qu'ils remplissent pas les clous pour être protégés. Est-ce que cette vision du secret est celle que partage Wikileaks, Juan Branco? Enfin, le lanceur d'alerte, pour nous, a par nature une fonction anarchisante dans la société. Donc à partir de là, essayer de l'encadrer par un système d'ordre, notamment celui de la loi Sapin, il y a un problème ontologique, quoi, de contradiction entre les termes. Pour nous, je pense parler pour Juliane en disant ça sans aucune difficulté, la loi Sapin est une loi scélérate. Vous l'aurez compris, si vous voulez envoyer des documents à Wikileaks, vous n'avez pas intérêt à la respecter parce que vous allez vous faire griller et votre vie va être foutue parce que tout est fait pour que vous exposiez étape après étape aux appareils du pouvoir que vous allez dénoncer. Enfin, c'est quand même délirant, c'est-à-dire que ça dépend de l'ampleur de l'alerte que vous lancez, mais si elle a une importance suffisante, vous allez vous faire écraser dans le processus, en suivant le processus qui est censé vous protéger. Donc, alors que évidemment, tous les préceptes que l'on a en termes de protection des sources qui visent à empêcher qu'elles soient exposées, et la seule source de Wikileaks qui s'est trouvée à un moment exposée, c'est Chelsea Manning, et Chelsea Manning qui aujourd'hui, qui a été libérée après des années dans des conditions proches de la torture de détention aux États-Unis, s'est trahie elle-même en discutant avec quelqu'un qui était une source du FBI, qu'elle croyait être un hacker de bonne foi, et dans laquelle elle a fini par admettre, parce qu'elle était extrêmement esselée, qu'elle avait commis cet acte, et seulement qui d'ailleurs était probablement à la source partielle de cet acte aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une souffrance qui probablement nourrissait une sensibilité particulière face au sentiment d'injustice et la violence qu'elle ressentait en travaillant en Irak dans une guerre qui provoquait des massacres et des crimes quasiment au quotidien. Donc, mais mis à part peut-être, il y a toujours la question de la responsabilité, y compris lorsque ce n'est pas parce qu'il y a une défaillance de la part de Wikileaks direct que Wikileaks n'aurait pas pu faire mieux de façon à protéger cette personne. Il faut toujours garder cette porte ouverte. Mais mis à part ça, il y a toute une structure qui est mise en place pour s'assurer qu'on n'expose jamais nos sources. Ça passe, encore une fois, par toute une série de préconisations qui vont strictement à l'encontre de ce que suggère la loi Sapin. Et voilà. Donc, pour moi, là-dessus, on a une position qui est très très claire.
surtout à partir d'un certain seuil d'importance des révélations en question. C'est vrai que la loi Sapin, elle est complètement paradoxale parce qu'elle va marginaliser tous ceux qui vont se mettre hors cadre. C'est-à-dire que à partir du moment où elle vient dire si vous respectez tout ça, vous êtes lanceur d'alerte, donc vous êtes protégé. Tous ceux finalement qui n'ont pas respecté le cadre, la procédure, sont hors cadre et donc ils ne peuvent plus normalement être protégés, en tout cas en vertu du dispositif législatif. Donc c'est un effet paradoxal parce qu'elle vient reconnaître officiellement, enfin la loi vient reconnaître aussi un droit d'alerte. Après, le droit d'alerte ne peut pas être absolu, donc moi c'est là peut-être que je ne suis pas totalement d'accord avec vous, mais effectivement on vient reconnaître un droit d'alerte, mais je suis d'accord pour dire qu'en reconnaissant le droit d'alerte et en mettant en place ce système-là, on vient finalement bureaucratiser l'alerte. Et finalement, on vient aussi... on perd en potentialité critique, puisque finalement l'idée c'est de voir si on ne va pas réussir à que ça ne sorte pas finalement publiquement, est-ce qu'on ne va pas réussir à régler les choses avant. L'idée c'est ça. Donc je suis d'accord avec vous, ça c'est l'effet paradoxal de la loi, c'est-à-dire qu'en venant, on est venu protéger, consacrer un droit d'alerte, mais finalement le dispositif, vu que c'est un dispositif très organisé, voilà. Et alors est-ce que les vrais lanceurs d'alerte seront finalement uniquement ceux qui se mettront hors cadre ? La question est ouverte. La question de l'anonymat, par exemple, semble du coup primordiale si on veut passer hors cadre, c'est-à-dire du coup éviter toutes les instances en fait où on pourrait être ramené vers le statut d'un lanceur d'alerte au niveau légal. Est-ce que ça pose pas un problème aujourd'hui alors que l'anonymat est de plus en plus menacé? Je pense qu'un lanceur d'alerte aujourd'hui dans une boîte lambda aurait du mal à ne pas laisser de traces en par exemple donnant des informations à Wikileaks sur le chemin comme Manning l'a fait par exemple. Alors normalement, là je prévois encore ce que dit la loi. La loi normalement garantit la confidentialité. Elle vous conseille de créer une adresse. Alors après moi je suis pas super balèze donc je suppose qu'on peut facilement être hacké, je pense, hein, je suis pas... Mais en tout cas la loi, elle pose la garantie de la confidentialité. Elle dit que vous pouvez aussi saisir par un système de double enveloppe pour qu'on ne puisse pas vous reconnaître. Enfin il y a tout un... Normalement, la confidentialité du lanceur d'alerte est garantie, est prévue. Elle doit être aménagée dans la procédure, c'est ce qui est prévu. Par contre, on a refusé l'anonymat. Parce que la France a considéré, il n'y a pas que la France, hein, que les alertes anonymes, c'était une façon de déresponsabiliser ceux qui lançaient l'alerte. Après, il y a des pays qui acceptent hein, l'alerte anonyme. Là, c'est un choix purement français. Mais en tout cas, voilà, la procédure prévoit, après je ne sais pas si c'est effectif parce que techniquement je n'ai pas les compétences, mais en tout cas sur le papier, on prévoit bien la confidentialité. Et il y a aussi de la personne mise en cause, parce que tant que les faits ne sont pas établis, puisque parfois l'alerte ne va pas forcément... Parce que là, c'est vrai qu'on envisage à chaque fois des alertes un peu énormes, des fraudes fiscales à grande échelle, des choses comme ça, mais parfois il y a des alertes qui vont... Ça va être un conflit d'intérêts d'un type qui a siégé dans une commission d'appel d'offres, etc. Enfin, il peut y avoir des alertes un peu moins spectaculaires qui pourront très bien être réglées par les dispositifs. Hein. Toutes les alertes ne sont pas forcément des bombes en puissance hein, qui vont faire éclater le système. Il y a aussi des alertes un peu plus, on va dire, voilà, moins... je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas qui se régleront plus facilement. Donc dans ce cas-là, il faut que la personne mise en cause aussi, tant que les faits ne sont pas établis, elle aussi, son identité reste confidentielle. En tout cas, c'est ce que prévoient les textes. Je vais dire plus social-démocrate, mais Peut-être. Avant de passer aux questions, Jean Branco, Antoine Deltour, est-ce que vous avez quelques précisions à ajouter par rapport à ça? Sur l'anonymat, en l'absence de dispositions suffisamment protectrices pour les lanceurs d'alerte, c'est la meilleure des protections, et l'histoire le montre, c'est-à-dire que des alertes de grande ampleur telles que les Panama Papers, pour l'instant n'ont inquiété aucun lanceur d'alerte, et pourtant on présume qu'il y a un lanceur d'alerte à l'origine de ce scandale, et je pense qu'il y a plein de gens sur la planète qui aimeraient voir cette personne en prison, et à ma connaissance ça n'a pas eu lieu parce que cette personne a su rester anonyme. Donc voilà, c'est malheureusement en l'absence de dispositions suffisamment protectrices, c'est mieux pour le lanceur d'alerte de rester anonyme.
Et d'ailleurs, moi, c'était mon plan. Hein. J'avais transmis les documents comme une source d'un journaliste et je devais bénéficier de la protection des sources. Et bon, ça a échoué parce que n'étant pas un hacker, j'ai laissé des traces derrière moi volontairement. Il y a des chasses aux sorcières qui se mettent en place dans ces circonstances pour retrouver. Donc ça passe évidemment par les questions techniques, mais aussi par des questions sociales. C'est-à-dire on va chercher à savoir qui aurait pu avoir accès à tel document, qui avait auparavant donné des signes de vouloir se rebeller contre le système en question ou montrer des inquiétudes. Et c'est là où c'est vraiment une loi scélérate aussi, c'est qu'en gros, on vous pousse à vous signaler en allant vers les autorités concernées. Et si jamais les autorités réussissent à vous faire taire, bah derrière vous êtes foutu, vous ne pouvez pas aller voir Wikileaks ou autre parce que tout de suite on saura que c'est vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui est franchement dangereux dans la façon d'aborder le problème et c'est d'où vraiment cette incitation de notre part à ne pas s'y plier, à ne pas faire confiance aux dispositifs existants, parce que éventuellement dans des très grandes entreprises comme EDF, en effet on pourrait créer des pôles parfaitement indépendants de la direction et encore à voir, hein, mais qui auraient en tout cas l'autonomie suffisante par rapport aux autres espaces de l'entreprise en question, qui permettrait de leur tenir tête, alors qu'eux ne chercheraient qu'une chose, c'est-à-dire couvrir le secret qui s'apprête à être révélé. Mais on voit bien que ce n'est pas nécessairement le cas, et que c'est moins le cas à mesure que vous descendez en importance au sein de... Enfin, il y a une infinité de situations qui ne peuvent pas être recouvertes par cette loi et qui ne peuvent pas garantir une protection quelconque aux lanceurs d'alerte, et qui explique que du coup, le principe de précaution, selon nous, qu'il faut appliquer, c'est ne pas suivre ces préconisations. Après, peut-être pour vraiment équilibrer sur ce qu'on dit sur la loi Sapin 2, je ne sais pas si ça a été bien clair, mais il y a quand même une exception, donc en cas de risque de risque de dommage irréversible ou de préjudice grave à l'intérêt général, on a le droit de court-circuiter le parcours balisé. Donc il y a cette exception qui est prévue, mais malheureusement, après, c'est une formulation assez floue. Il faut la faire reconnaître. Il faut la faire reconnaître, donc je suis d'accord, c'est pas idéal. Mais cette disposition existe. Et après, pour terminer, le lanceur d'alerte, c'est le constat que la société a dysfonctionné, à tous les niveaux en amont. C'est-à-dire que les concepteurs du cadre réglementaire n'ont pas suffisamment abouti leur réflexion, ou que les personnes qui mettaient en application ce cadre ne l'ont pas suffisamment fait, ou en tout cas, quand un salarié à la base est témoin de dysfonctionnement grave, c'est que tout ce qui se passe en amont, qui aurait dû empêcher ça, n'a pas fonctionné. Et donc, quand une loi encourage à la mise en place de procédures pour recueillir ces alertes et essayer d'améliorer le système, c'est sûr que dans certains cas, il vaudrait mieux que ça se fasse dans la lumière et pas dans l'ombre, mais n'empêche que c'est quand même une alerte qui arrive sur la place publique, c'est qu'on a échoué quelque part. Et si on arrive à la traiter sans en arriver là, quelque part, tant mieux. Le but, c'est que ces pratiques se cessent, qu'elles soient publiques ou non, mais le but, c'est vraiment d'arrêter les dysfonctionnements. Après, là, c'est vrai qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Non, mais c'est là où en fait ma blague sur les SOCDEM n'est pas infondée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, face à une dysfonction de la société, il y a plusieurs façons de le concevoir. C'est de dire, finalement, on pourra réparer la chose en trouvant une démocratie délibérative ou d'autres formes de création de consensus a posteriori, où on peut se dire, et c'est je pense qu'en fait le lanceur d'alerte, quand il se met dans cette position-là, c'est qu'il constate qu'il n'y aura pas d'autre façon que de rompre avec l'existant pour essayer de le corriger a posteriori, en s'exposant, en prenant des risques, etc. Et je pense que c'est pour ça, encore une fois, j'en reviens à cette fonction anarchisante du lanceur d'alerte. Je pense qu'elle est vraiment, je pense qu'elle est ontologiquement liée à la démarche, et que la loi Sapin vient, peut-être qu'elle vient en contradiction avec ça, et peut-être qu'elle s'appliquera bien à des formes qui sont du coup d'une autre nature, d'une autre ampleur, et pas de celle dont on parle. Et le défaut quand même de la loi Sapin, c'est qu'elle n'empêche jamais les poursuites. La protection, elle est reconnue a posteriori. Donc, c'est-à-dire que même si à la fin on dit « ah bah oui, irresponsabilité pénale », il y a eu un procès, il y a eu la tension du procès, il y a eu... ça, c'est vrai, quoi. C'est quelque chose, même si après on dit, parce que le lanceur d'alerte, si on le reconnaît, on dit il y a une irresponsabilité pénale. Ça veut dire que s'il était poursuivi, par exemple, pour violation du secret professionnel, il est acquitté sur ce chef-là. Enfin, c'est une irresponsabilité. Donc il y a ça. Et puis on dit qu'il y a nullité de toutes les mesures de représailles qui auraient pu être prises à son encontre par l'employeur. Mais si on parle de nullité et d'irresponsabilité pénale, c'est bien qu'il a été poursuivi, qu'il y a un procès. Et donc c'est pour ça aussi
que c'est important d'avoir du soutien, et c'est pour ça qu'en France, je sais qu'on a voulu mettre en place une autorité de l'alerte pour soutenir juridiquement, financièrement, parce que ça coûte cher aussi un procès, les lanceurs d'alerte. On avait à un moment donné pensé donner ce rôle aux défenseurs des droits. Il y a une loi organique en 2016 qui avait été votée en ce sens, mais ça a été censuré par le Conseil constitutionnel parce qu'on a estimé, d'ailleurs le défenseur des droits ne voulait absolument pas récolter cette mission, considérait que c'était finalement, il ne voulait pas prendre position, il voulait rester un peu neutre, et donc le défenseur des droits n'a qu'un rôle d'orientation du lanceur d'alerte, c'est-à-dire que quand le lanceur d'alerte notamment ne sait pas, dans les paliers, il est un peu perdu, il ne sait pas à quelle autorité il peut s'adresser, eh bien, vous pouvez contacter le lanceur des droits et il va vous aider. Mais il n'y a pas un soutien matériel, que ce soit financier ou une aide juridique. Et là, j'ai cru voir que récemment, une maison des lanceurs d'alerte est en train de se constituer. Et justement, là, ça sera pour... Donc là, par contre, ça ne sera pas une autorité publique. On voit bien qu'on n'est pas dans... C'est pas l'État, c'est vraiment c'est une maison, c'est une ONG, je pense. Enfin, je ne sais pas encore quel est le statut, j'ai pas creusé. Et voilà, on n'est pas passé par l'autorité publique, on est passé par ce canal-là. Il va y avoir une maison qui va pouvoir là assurer un soutien matériel dans leur combat aux lanceurs d'alerte, puisque bien souvent, c'est des personnes qui n'ont pas d'emploi au moment où ils font les actions, etc. Ils sont déstabilisés, donc ils ont besoin aussi d'une aide matérielle dans leur combat. Donc ça, voilà. Je pense qu'on va passer aux questions, ça fait maintenant 1 heure... Ah oui. Enfin, sur la maison des lanceurs d'alerte, en quelques mots, donc c'est une association qui est doublée d'un fonds de dotation qui a vocation à apporter un soutien matériel, donc juridique et financier, psychologique, etc. Et donc j'en parle, je ne suis pas porte-parole, mais je suis au conseil d'administration, et donc elle n'est pas encore en fonctionnement, mais voilà, le temps qu'on se mette d'accord sur les procédures de recueil de l'alerte, ça devrait bientôt entrer en service, et en gros sur le modèle d'une association anglaise, Protect, qui en fait a un numéro de téléphone auquel on peut composer pour obtenir une aide quand on est vraiment en difficulté et en train de lancer une alerte. Est-ce que vous avez des questions? On va se relier au niveau des micros. Anastasia? Est-ce que vous avez des questions? Là-bas. Bonsoir. D'abord, merci pour la conférence. Je voulais vous poser une question. On a entendu M. Antoine Deltour parler de comment il vit encore aujourd'hui la situation. Je voulais vous demander à M. Branco, comment vous vivez-vous le fait d'être avocat de Julian Assange? Est-ce que vous faites l'objet de pression? Comment ça a pu évoluer aussi avec le temps? Et quelle perspective vous pouvez voir à la situation de Julian Assange? Récemment, il y a eu l'élection en Équateur qui n'a pas changé du coup son sort, mais qui peut la faire changer peut-être aux prochaines élections. Et voilà, nous avons entendu votre sonnerie, j'imagine que ce n'est pas un iPhone, et est-ce lié au fait que vous ayez peur d'être sur écoute? C'est évidemment la première des conséquences, c'est-à-dire que enfin, vous imaginez bien quand vous êtes... D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Est-ce que vous savez où sont les bureaux de la CIA en France? Ils sont, j'ai découvert ça par hasard, ils sont au 4e étage du bâtiment du Figaro. 14 boulevard Haussmann. Il y a un article de presse du Parisien qui m'a raconté il y a 10 ans d'ailleurs, mais quand j'ai découvert ça, j'étais invité au Figaro, on m'a expliqué ça, j'étais rassuré de... J'imagine bien ce que ça provoque, c'est bien, la DGSI doit être dans le bâtiment derrière quelque part pour surveiller la CIA. Mais je parle de ça parce qu'en gros, Le Monde a révélé l'année dernière que la CIA a 150 agents à Paris seulement et que la DGSI n'en a que 4 pour les surveiller, qu'ils n'arrivent même pas à mettre sur écoute le chef de station de la CIA parce qu'il y a une disproportion de moyens énorme. Quand vous êtes explicitement ciblé par une agence qui a cette importance, ces moyens et cette autonomie d'action, notamment dans le cadre de sa guerre ouverte avec Donald Trump, une sorte de tension assez particulière qui existe au sein de l'État américain. Vous savez qu'en effet, vous êtes exposé de façon très violente. Il y a eu 3 suicides, dont un entre guillemets, au sein de l'équipe d'avocats de Julian depuis 6 ans.
Ça fait quand même beaucoup pour le nombre que l'on est. Toute une série d'opérations de déstabilisation diverses qui ont ciblé évidemment lui, son entourage, mais nous aussi par ricochet. C'est-à-dire que ma camarade du Royaume-Uni, Jennifer Robinson, a eu la grâce de découvrir il y a 6 ou 8 mois sa photo en une du Sun, donc un des principaux tabloïds anglais, en train d'embrasser un homme, et le titre c'était l'avocate de Wikileaks embrasse un homme marié. Vous voyez, je pense qu'il y a 500 000 lecteurs tous les jours dans le Sun, évidemment c'est une information de première importance. Enfin, vous voyez, ce genre d'opérations sont assez chroniques. Elles ont l'avantage d'être les plus visibles. On ne sait pas ce qui se trame de façon moins visible. Et Julian, en fait, on en rit sans en rire, en fait, a l'avantage extraordinaire de contrôler son environnement. Les 20 mètres carrés, ils sont relativement faciles à repérer. Alors évidemment, il y a toutes les caméras thermiques, les micros, etc., qui agissent à distance. Mais quand vous agissez en milieu ouvert, sans appartenir à une institution ni à un cadre qui vous permette de vous protéger, sans avoir une socialisation préétablie, ça devient beaucoup plus violent et beaucoup plus difficile de contrôler quelles sont les différentes attaques dont vous allez pouvoir être la cible. Et donc voilà, donc il y a évidemment toute une série de mesures de protection qui sont prises à cet égard, qui seront toujours insuffisantes. C'est-à-dire que notre principale protection, c'est la pression de la société, qui empêche ces appareils de pouvoir de dériver trop violemment, qui empêche la CIA sur un coup de tête de décider de tuer quelqu'un ou de s'en débarrasser. Moi j'ai travaillé, en fait, il y a eu 2 phases. J'ai travaillé d'abord de façon secrète pour Wikileaks pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'en parler à qui que ce soit, et donc là, je n'avais pas le droit d'être sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a eu un soulagement très grand au moment où on a pu rendre public le fait que j'étais engagé à leur côté, que j'étais un des représentants de Julian en France, que je m'occupais des négociations avec lui et François Hollande pour obtenir l'asile. Et en même temps un changement de la pression. C'est-à-dire qu'évidemment, du coup, la pression s'accroît aussi, elle devient différente, mais au moins vous avez cette protection qui est de savoir que si vous arrive quelque chose, eh ben, il y aura théoriquement des conséquences et que du coup le coût d'opportunité au fait qu'il vous arrive quelque chose est plus élevé pour les personnes qui vous ciblent. Mais évidemment, avec beaucoup de contrepoints importants, et notamment le fait de revenir à une vie normale ou civile qui devient beaucoup plus compliquée. Donc c'est difficile, surtout que, je vais en finir là-dessus, moi j'avais commencé quand j'avais 23 ans et que j'étais à Yale, qui est le temple de la CIA, enfin, donc on se retrouve, c'est-à-dire que c'est l'endroit où sont recrutés une grande partie des cadres de l'organisation. Ce qui était rigolo au début, les contrôles aux frontières qui durent 4-5 heures, etc., bon, au bout d'un moment ça devenait un peu plus lourd, mais voilà, c'est un âge où en fait on ne mesure pas forcément les conséquences de ce qu'on est en train de faire et de là où on est en train d'entrer, et on ne mesure pas forcément que c'est quelque chose qui potentiellement va vous poursuivre toute votre vie. Et je pense que de toute façon, aucun lanceur d'alerte ou personne en rapport avec un lanceur d'alerte ne mesure les conséquences de ce qu'il fait, surtout dans les cas les plus graves. Et sur la situation de Julian, c'est une situation très, très complexe où cette personne est mise face à une forme d'aporie, c'est-à-dire que s'il sort, il est arrêté, extradé aux États-Unis, et c'est la prison à perpétuité. Et si toute opération qu'il mènerait est probablement dans une prison à haute sécurité, évidemment, etc. S'il ne fait rien, eh bien, il continue une agonie qui se poursuit depuis extrêmement longtemps. Et s'il tente quelque chose, il y aura toujours ce risque que ça ne réussisse pas. Et donc vous jouez votre vie en permanence dans cette situation. Et c'est là où il a par contre un avantage par rapport au lanceur d'alerte classique, c'est que ce n'est pas un one-shot. Enfin, encore une fois, parce que ce n'est pas un lanceur d'alerte, il a créé une structure qui reste vivante, y compris après avoir révélé les documents qui lui ont valu cette poursuite qui ne cesse plus depuis. C'est-à-dire que tout son enjeu, et je pense que sa santé mentale se maintient, parce qu'il continue à être actif, et que Wikileaks continue à publier des documents, et qu'il a survécu avec Wikileaks à toutes les tentatives d'écrasement qu'il a subies, même si Wikileaks, on s'en souvient plus, mais pendant quasiment 2 ans n'a pas fonctionné, ne pouvait plus recevoir de documents parce qu'ils avaient réussi à le pirater. Et il survit notamment grâce à toute une série de hasards, dont le fait qu'à un moment, les États-Unis avaient décidé en 2011 de qualifier l'organisation de terroriste pour empêcher tout don. Donc Visa, PayPal et Mastercard avaient dû arrêter de procéder au don. Et donc les personnes qui voulaient vraiment le soutenir, vous imaginez bien qu'il avait un soutien particulier de la part des hackers, d'Anonymous et compagnie, enfin de ces milieux-là, avaient décidé d'essayer de contourner le blocus bancaire qui avait été mis en place, qu'ils avaient tout fait en lui envoyant quelque chose qui valait quelques centimes d'euros à l'époque, qui s'appelait des bitcoins. Oui, les bitcoins aujourd'hui, ça permet à Wikileaks d'avoir un fonds, plusieurs millions d'euros qui leur permettent de tourner en fait, parce que
dommage des États-Unis, le bitcoin aujourd'hui valent, je pense, 7 000 $ l'unité, alors qu'il valait quelques centimes, donc les milliers de bitcoins qui ont été envoyés à l'époque, qui n'ont pas été dépensés. Donc voilà, c'est un jeu quelque part, vous voyez, vous êtes toujours en train de contourner l'oppression qu'on essaie de vous appliquer. Il y a aussi évidemment c'est une aventure qui est stimulante, mais qui est évidemment extrêmement violente. Ouais. Et je ne parle pas du FSB, de la DGSE et compagnie, qui évidemment aussi sont très très intéressés par vous. C'est-à-dire que c'est la différence avec un agent secret ou quoi que ce soit, qui a toujours une protection quelque part, et qui peut revenir à sa vie normale, et qui s'insère dans un jeu qui est réglé, qui fait qu'on ne va pas, sauf quand Poutine décide de devenir complètement fou et d'aller se payer Litvenko ou quelques autres, quand vous arrêtez d'être agent secret, vous arrêtez. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes face à des appareils d'État qui veulent vous poursuivre jusqu'au bout. Et c'est une image que je décris souvent pour décrire Wikileaks. Du coup, vous vous retrouvez comme un petit voilier entouré d'énormes paquebots à essayer de naviguer entre chaque, mais tout en n'ayant aucun moyen institutionnel de vous défendre. Alors bonjour et merci à vous d'être là. Alors en fait j'avais une question concernant la finalité en fait de l'alerte. Vous avez parlé que les lanceurs d'alerte étaient aussi un moyen pour faire bouger les lignes, et je voulais savoir si en fait lancer une alerte n'était pas. Enfin, est-ce que l'alerte doit forcément être publique, parce qu'au final si le problème est un dysfonctionnement de la société, n'est-ce pas à l'opinion publique et à la société de trancher au final que ça ne reste pas dans les secrets des entreprises ou de l'État? Moi j'aurais une deuxième question après aussi, tu as dit à un moment que tu t'es failli devenir parano, tu t'es devenu parano, et ça m'intéresserait si tu voulais nous raconter ça, parce que c'est en rapport avec la première question qui était posée, je pense. Ça dépend des alertes. Enfin, il y a alerte et alerte, en fait, c'est un peu ce qu'on n'avait pas arrêté de dire ce soir, mais quand... en gros, moi j'ai eu une démarche illégale pour révéler des pratiques qui étaient légales. Donc je suis quand même un cas particulièrement limite du lanceur d'alerte. Mais voilà, quand il s'agit de changer un cadre légal, évidemment c'est le rôle de la société, et donc pour en débattre, il y a besoin d'une information publique. Et j'ai envie de dire que c'est le cas pour la plupart des dysfonctionnements graves, quoi. Quand, je sais pas, quand on se rend compte que les piscines des centrales nucléaires sont dangereuses, eh ben, alors il y a des autorités qui sont là pour ça, mais n'empêche que souvent ces autorités-là bougent sous la pression de l'opinion. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. S'il n'y a pas de scandale, on est quand même souvent à déployer les parapluies, à faire preuve de beaucoup de prudence. Et du coup, je pense sincèrement que la société civile, par le rôle des journalistes et du débat public, a un rôle moteur. Alors c'est rarement suffisant. Il ne suffit pas de mettre un problème sur la page publique pour qu'il soit réglé, mais souvent c'est la première pierre. Et à la fois, pour que le peuple exerce sa souveraineté, la démocratie, mais aussi pour que, comment une autorité de contrôle qui peut réguler des activités dont elle n'a pas connaissance. Je veux dire, il y a structurellement besoin de lanceurs d'alerte auprès des citoyens, auprès des autorités de contrôle et auprès des élus. Dans un monde économique qu'on est censé réguler, un député, s'il ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur des entreprises, il ne peut pas jouer son rôle. Et alors sur la paranoïa, je pense que j'ai rien de très truculent par rapport au parcours de Julian Assange ou d'Edward Snowden, mais en tout cas, il y a une perte de repères. J'avais un boulot, je travaille dans la comptabilité, je suis quelqu'un de plutôt réservé, et de sortir de l'anonymat comme ça, c'est quand même un énorme bouleversement. Et on ne sait pas quelles peuvent être les réactions. J'habite dans une région qui dépend beaucoup de la prospérité du Luxembourg, et donc j'avais retiré par exemple mon nom de ma boîte aux lettres pour éviter d'avoir des ennuis. Mais alors au bout de quelques jours, je ne recevais pas mon courrier, donc je me suis rendu compte que j'allais un peu trop loin. Mais voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des rendez-vous. Il faut y aller sans téléphone. J'ai redécouvert le courrier postal, le courrier manuscrit, ce genre de choses. Parce que je pense que c'est une question fondamentale, la question c'est ce que tu dis avec le perte de repères. Je pense que moi j'ai vu des gens devenir fous, mais littéralement devenir fous.
Et les appareils de pouvoir ont tout intérêt à vous rendre fou, parce qu'en fait, entre la désocialisation, la pression énorme que l'on va mettre en place, que ce soit via les réseaux sociaux, les médias, etc., qui visent à... C'est-à-dire qu'à un moment, vous posez, moi je me suis posé la question, mais n'importe qui était proche de Julien se pose la question, mais est-ce qu'en fait, est-ce que c'est pas un agent du FSB? Si vous êtes un peu honnête dans ce que vous faites, si vous n'êtes pas vous-même agent du FSB, enfin, est-ce qu'il n'est pas vraiment antisémite? Est-ce qu'il n'a pas vraiment violé ses femmes? Est-ce qu'il n'a pas vraiment... Enfin, vous voyez, alors que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous finissez par connaître intimement, et donc votre rapport au réel se trouve extrêmement perturbé. Est-ce que quand il m'arrive telle chose, c'est parce qu'il y aurait une instrumentalité, c'est-à-dire que quelqu'un serait intervenu pour ou pas? Et donc c'est très très difficile, c'est vraiment quelque chose... Alors évidemment, ça dépend des enjeux de pouvoir, mais je pense même qu'un lanceur d'alerte au sein de son bureau, c'est-à-dire disons qu'il n'a pas du tout eu un impact mondial, même national, mais quoi que ce soit, mais qui s'oppose à l'appareil de pouvoir qui est une entreprise, va lui aussi se retrouver confronté à cette perte de repères. Est-ce que mes collègues sont au courant? Est-ce que mes collègues m'espionnent? Est-ce que mon chef de bureau essaye de faire ça parce qu'il est au courant? Enfin, vous voyez, cette violence sociale extrêmement forte, elle est réelle, et elle est très déstabilisante, et elle peut servir après, évidemment, à décrédibiliser celui que... Et ça, par ailleurs, dans mon travail comme avocat à côté, ou même journaliste, j'ai vu des sources qui avaient révélé des informations vraies, mais vous le voyez, vous dites, mais ce type est complètement taré. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont devenus fous, parce qu'à force de pression, les divorces, les séparations, etc., et ils se retrouvent dans une situation où ils ont perdu pied. Voilà. Bonsoir. Vous avez parlé du cadre légal qui encadre du coup le lancement d'alerte, et vous l'avez critiqué aussi du coup avec la loi Sapin. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a un cadre légal qui du coup est le bon, ou est-ce que pas de cadre c'est le meilleur cadre? Monsieur Deltour vous a dit que pas de cadre c'est le meilleur cadre, mais en même temps vous avez dit que c'était bien qu'il y ait un cadre. C'est compliqué. Je pense que la loi Sapin, elle a un effet paradoxal, je l'ai dit, hein, c'est qu'elle, tout en protégeant les lanceurs d'alerte, en reconnaissant le droit d'alerte, elle a forcément institutionnalisé l'alerte, et en l'institutionnalisant, forcément, on cadre davantage les choses et on perd en potentialité critique. Ça, c'est le paradoxe même de la loi. Après, il faut voir sur le papier, c'est ce que là on n'a pas encore beaucoup de recul. La loi Sapin, elle date de 2016, elle est de décembre 2016, donc on n'a pas encore beaucoup de recul. Je pense qu'il faudra mesurer son efficacité là d'ici quelques années pour voir ce qu'il en est. Est-ce que la protection qu'elle prévoit, ça va être une protection de papier, en gros, hein, et que ça sera une loi qui aura servi à rien, et que finalement les lanceurs d'alerte les plus, pour les scandales les plus importants, contourneront, ou est-ce qu'elle va permettre de régler certaines choses? On l'espère, en tout cas. Je connais bien Nicole Marie Meyer, qui a été elle-même lanceur d'alerte et qui travaille à Transparency International, qui est vraiment... qui a beaucoup œuvré, notamment à l'adoption de la loi Sapin. Elle est très militante. Alors, elle est consciente des défauts de la loi, mais alors qu'elle a été elle-même lanceuse d'alerte, elle est aussi consciente des progrès. Donc elle essaye de se dire que c'est un premier pas et qu'il faut corriger les imperfections du texte, parce que le texte n'est pas parfait, mais que c'est déjà une première réponse. Après, il y a le fait que le lanceur d'alerte est approuvé dans les tribunaux, qu'il n'avait pas la possibilité d'agir autrement. C'est pas satisfaisant. Il y a des choses qui sont pas satisfaisantes, évidemment. Mais c'est une première réponse. Et pour le moment, quand on nous regarde de l'étranger, on se dit que notre modèle, notre système est un des plus protecteurs du monde. Alors c'est comme ça qu'on est perçu. Et notamment, je ne sais pas si vous le savez, mais on est en train de discuter au niveau de l'Union européenne d'une directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Et clairement, la directive, elle s'inspire des recommandations du Conseil de l'Europe sur le sujet. Et comme la France s'est inspirée elle-même des recommandations du Conseil de l'Europe pour élaborer sa loi, clairement, la directive va ressembler beaucoup. Il y aura certainement quelques différences, mais la directive européenne
va s'inspirer beaucoup de la loi Sapin. Voilà. Et donc ce qui veut dire que l'objectif de cette directive, c'est qu'il y ait une protection uniforme dans tous les pays de l'Union européenne, parce qu'on s'est rendu compte, et là je pense que votre affaire est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il y a des scandales qui ne sont pas du tout, des affaires qui ne sont pas du tout nationales, qui sont transnationales. Là on voit bien, voilà, un ressortissant français qui bosse au Luxembourg, enfin voilà, et puis tout ce qui est évasion fiscale, etc., évidemment ça concerne généralement plusieurs pays, donc il faut adapter la protection au caractère international de certaines infractions. Donc voilà, l'idée c'est, la directive est en cours d'adoption et elle permettrait dans l'Union européenne, ensuite par le système de la transposition, une protection assez uniforme. L'idée c'est ça, dans tous les pays de l'Union. Et on envisage même la mise en place d'une autorité européenne de l'alerte. Pourquoi pas de manière à protéger davantage les lanceurs d'alerte, mais bon, là je vous dis, elle est encore en cours de discussion. Vous voulez rajouter quelque chose? Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'avais une question par rapport à la récente tentative de perquisition des locaux de Mediapart. Sur quel fondement juridique déjà repose cette perquisition, cette tentative du moins, et quelle menace ça peut faire peser à terme pour les lanceurs d'alerte, ou du moins les sources de l'affaire Benalla? Les fondements qui ont été invoqués, c'est la protection de l'intimité, enfin l'atteinte à l'intimité d'Alexandre Benalla. Il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. Le premier qui me semble important, c'est de dire que le journalisme en France a un point aveugle important qui est le traitement de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire et ce qui prête en fait à une forme de complotisme ou de confusion assez grande dès qu'on est dans des affaires de cet ordre, c'est-à-dire qu'il est impossible, parce que par exemple on considère qu'il ne faut pas nommer les procureurs, si ce n'est les procureurs qui dirigent le parquet. On ne sait pas si c'est des initiatives individuelles, des excès de zèle de la part d'un procureur, ou s'il y a des instructions qui sont données par le parquet général, et du coup derrière, est-ce qu'il y a un lien avec le gouvernement ou pas. On est dans une confusion extrême. Donc cette situation, par exemple, même si on peut se douter qu'il y a une instruction gouvernementale, on peut aussi se dire qu'il y a peut-être un petit parquetier qui a décidé d'essayer de se faire bien voir et de faire un excès de zèle. Bon voilà, ça c'est juste un point qui est mineur par rapport à la situation. Sur le pur effet juridique, Mediapart a été en capacité de refuser la perquisition parce que c'était dans le cadre d'un examen préliminaire et qu'un juge des libertés et des détentions n'avait pas été saisi pour valider la perquisition, notamment au regard du critère de proportionnalité, ce qui avait été le cas pendant la perquisition bien connue d'octobre des locaux de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Or, je tiens quand même à préciser là-dessus, un JLD face à une enquête diligentée par un parquetier qui a lui-même instruction du parquet général pèse pas beaucoup. Et en général, le JLD, c'est juste une protection formelle à ce niveau-là, et ça n'a pas vraiment il n'a pas de capacité à s'opposer à une demande de perquisition. Donc en fait, c'est juste une distinction formelle, mais qui a permis, en l'occurrence, à Mediapart de refuser de protéger ses sources. Sur le fond, mais je suis vraiment curieux de l'avis d'Antoine, moi je pense que c'est le seul but de cette manœuvre, c'est de faire peur aux sources de Mediapart. C'est de leur dire, vous êtes à ça de vous faire voler, faites attention, même si Mediapart a probablement pris ses précautions, ce qui n'est pas certain, parce que Fabrice Arfi a raconté dans plusieurs entretiens qu'il n'était pas aussi attentif qu'il le devrait sur la protection de ses communications. Voilà. C'est pas pour lui reprocher, mais enfin, il le dit lui-même. Donc, on peut se douter, en général, les journalistes d'investigation que je connais ne laissent pas leurs documents dans leur rédaction. Ils ont des endroits où les cacher, mais voilà, il y a un signal envoyé par le pouvoir, une instrumentalisation de la justice à cette fin, aux personnes qui ont révélé ces données, que voilà, s'ils continuent ou s'ils vont trop loin, eh bien, ils pourront être découverts et s'exposer à des représailles juridiques ou judiciaires importantes. Voilà à peu près ce que j'aurais à dire à ce sujet. Alors, moi, je voulais revenir sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué, sur la protection des sources, justement, des journalistes, et je trouve que votre question est l'occasion d'y revenir, parce qu'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est finalement, est-ce que le journaliste lui-même, qui va porter une affaire, il n'encourt pas des poursuites? Il faut que vous sachiez que dans le cadre de l'affaire Deltour, le journaliste, c'est Édouard Perrin, il a été également poursuivi
pénalement. Là, je crois que c'était pour complicité, hein, mais je crois que c'est dans le volet Allais de Raphaël Allais de votre affaire 1, pas directement vous. Enfin, peu importe, mais généralement, les chefs de poursuite, ça peut être recel de violation de secret professionnel, recel de violation de secret d'instruction, recel enfin voilà, ils sont poursuivis sur ce chef-là. Et il faut savoir que pour la Cour de cassation, l'infraction de recel est constituée alors même qu'on n'a pas besoin d'identifier la source pour que le recel soit établi. C'est une jurisprudence constante. Il faut juste prouver que la personne finalement qui vous a donné l'info, elle était forcément dépositaire du secret. En gros, que c'était une information tellement secrète qu'il y avait peu de personnes qui la connaissaient, donc forcément c'était une personne qui était tenue au secret. Mais on n'a pas besoin de savoir qui exactement pour que le journaliste soit poursuivi. D'accord ? Donc ça c'est un risque, hein, parce que le journaliste, il peut à un moment donné endosser le risque aussi quand l'informateur veut rester anonyme, et ce qui est souvent le cas, c'est le journaliste finalement qui encourt le risque de poursuite. Et sachez sur ce point-là que ces incriminations, là je vais être encore une fois très juridique, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée dans une affaire en 2016, Beda contre Suisse, et elle a considéré que le fait qu'il y ait des incriminations comme ça contre les journalistes possibles, recel, je vous l'ai dit, de secret d'instruction, enfin de violation de secret d'instruction, etc., c'est pas en soi contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression. En gros, la Cour a dit qu'il faut faire une conciliation entre la liberté d'expression et le droit des personnes, notamment mises en cause, par exemple ici dans les affaires couvertes par le secret de l'instruction. Il y a une conciliation à faire et la Cour, elle ne veut pas se mouiller, si vous me permettez l'expression, puisqu'elle renvoie sur cette question à la marge nationale d'appréciation, en disant que chaque État, ça sera à lui de trouver l'équilibre entre les intérêts en cause, liberté d'expression, l'intérêt des personnes mises en cause, etc. Et donc, en l'espèce, dans cette affaire, le journaliste qui avait été poursuivi le journaliste suisse qui avait été poursuivi pour recel de violation du secret d'instruction, eh bien, la Cour a confirmé sa condamnation. Elle a considéré qu'il n'y avait pas de disproportion, il n'y avait pas d'atteinte à son droit à informer. Donc, pour vous montrer que la Cour européenne, elle est assez prudente là-dessus. Voilà, après vous pouvez évidemment critiquer. Et donc, comme on renvoie à la marge nationale d'appréciation, sachez que tous les États n'ont pas la même pratique. La Belgique et la Suède, par exemple, ont une législation beaucoup plus protectrice que la législation française pour les sources. Les journalistes font l'objet d'une immunité pénale là-dessus. Ils ne peuvent pas être attaqués. Et nous, il y a eu une tentative en 2016, je ne sais pas si vous le savez, mais la loi Bloch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dans la loi, il y avait un article qui voulait justement mettre en place une irresponsabilité, une immunité pénale pour les journalistes, dans le cadre de la protection de leurs sources, donc ils ne pouvaient pas être poursuivis pour recel de violation de secret professionnel, d'instruction, etc., et même atteinte à la vie privée, dès lors que l'information révélée avait un intérêt pour le public. Donc c'était prévu en fait, il y avait un dispositif très protecteur pour les journalistes qui était prévu, qui avait été voté dans la loi de 2016, et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a estimé que la conciliation était manifestement déséquilibrée au profit de la liberté d'expression et pas des personnes mises en cause. Donc l'article a été censuré et finalement la protection des sources a juste consisté à l'ajout d'un article 2 bis à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, où on vient dire aux journalistes qu'il a le droit de s'opposer à donner ses sources. En gros, on vient renforcer, il avait déjà le droit, protection des sources, c'était l'article 2, mais là en gros il peut s'opposer à la pression qu'on lui... voilà, après, est-ce qu'on peut vraiment parfois s'opposer? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y avait un dispositif qui était extrêmement protecteur qui avait été prévu et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel français. Donc là-dessus, pour la protection des sources, en France, on est beaucoup moins bien... les journalistes sont bien moins protégés que dans d'autres pays. Que ce soit je
je vous dis, la Belgique est considérée comme l'Eldorado. Hein, après, je ne sais pas, en tout cas, c'est en tout cas, il y a des immunités qui sont beaucoup plus larges. Nous, il n'y en a pas en France. Voilà, ça c'est le point de vue juridique. Bonsoir messieurs, bonsoir madame, merci pour votre intervention. Monsieur Branco, vous parliez de systèmes étatiques ou autres qui visaient un peu à l'élimination de l'alerte ou à l'intimidation ou autre. Donc la France est techniquement un état de droit avec donc, un système assez avancé sur la protection, etc., même si ce n'est pas la meilleure en Europe. Et j'ai vu d'ailleurs sur la photo là William Bourdon qui vous a apparemment représenté, c'est ça monsieur? Oui. Monsieur Deltour, et donc j'ai eu vent de sa structure qui s'appelle le PLAF donc en Afrique, et je voulais me poser la question, quel message avez-vous donc à adresser à ces initiatives donc ailleurs dans le monde où il y a des situations un petit peu plus tendues au niveau de l'état de droit et autres? Donc voilà, c'était juste pour avoir votre ressenti par rapport à ces initiatives. Merci. On voit effectivement les difficultés que peuvent être celles de lanceurs d'alerte dans des pays qui normalement sont des états de droit avec on a vu les plus grandes démocraties du monde mettre en très grande difficulté certains lanceurs d'alerte. Donc évidemment dans des pays où avec des régimes plus autoritaires, effectivement c'est beaucoup plus risqué, et pourtant c'est là qu'ils sont le plus nécessaires, les lanceurs d'alerte. Donc il y a besoin de lanceurs d'alerte surtout dans ces régimes en fait, pour changer les choses, mais effectivement on peut conseiller à personne de se mettre dans des situations impossibles, quoi. Donc il y a besoin le plus possible de conseils en amont, et je pense que c'est là tout l'intérêt d'une plateforme telle que PLAF qui dispose de moyens juridiques, hein, un réseau d'avocats pour venir en aide de lanceurs d'alerte qui sont en difficulté dans ces pays. Et quel rôle jouerait Wikileaks par exemple dans l'installation ou dans le renforcement de ces systèmes de protection des lanceurs d'alerte? Wikileaks en est un en soi, et un système mondial, donc je pense que son existence joue ce rôle-là. Et après, il y a une initiative sœur qui s'appelle la Courage Foundation, qui a été créée par la personne qui a sauvé Edward Snowden, Sarah Harrison, qui vise à donner des moyens techniques, financiers, juridiques aux lanceurs d'alerte qui, à une échelle, donc c'est-à-dire du coup pas participer au lancement de l'alerte, mais les protéger. Et donc ça, c'est quelque chose où Julian Assange est au board. Enfin, c'est vraiment une initiative sœur de Wikileaks qui vise à agir en complémentarité de ce que fait Wikileaks. Si j'ai une petite minute de pub, je pourrais parler aussi de Signals Foundation, Signals Network Foundation, donc qui est une fondation qui vise aussi à protéger les lanceurs d'alerte. Donc voilà, il y a plusieurs acteurs sur le marché. Bon, c'est pas un marché très lucratif, au contraire, on cherche beaucoup d'argent pour aider les lanceurs d'alerte. Mais donc c'est un acteur complémentaire, hein, je pense, qui a des particularités. En fait, c'est de travailler avec un réseau de médias partenaires. Donc en faisant le constat que la plupart des scandales récents qui ont changé la donne ont émergé grâce à des lanceurs d'alerte, et en fait les médias subissent un peu le rythme des arrivées des informations. Et là en fait ce réseau de médias essaye de reprendre l'initiative sur le calendrier médiatique en identifiant des sujets d'intérêt public majeur et en lançant un appel à information. Alors je crois que Wikileaks l'avait quand même fait sur d'autres, mais avec une approche quand même un peu différente. Et donc là, donc le premier appel à information qui a été lancé, c'est les usages de données personnelles. Donc en France, le média partenaire, c'est Mediapart, il y a Dixite, il y a The Intercept, il y a The Daily Telegraph, El Mundo, etc. Et donc ces médias garantissent une audience pour un lanceur d'alerte qui a des informations d'intérêt sur ce sujet. Et la fondation entre en jeu en fait en garantissant une protection aux lanceurs d'alerte qui se seront signalés dans le cadre de ces appels à information. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir apporter cette protection le plus en amont possible et justement éviter les faux pas, éviter de se mettre en difficulté inutilement. Et donc, voilà, avec un plan d'action qui ressemble à celui qui peut être celui de la maison des lanceurs d'alerte, avec un appui juridique, technique, psychologique, et qui va jusqu'à la possibilité de trouver une retraite physique, hein, de mettre à l'abri des gens qui en auraient besoin.
Et le premier cas premier cas de lanceur d'alerte qu'on soutient matériellement actuellement, c'est Rui Pinto, donc qui est la source, en tout cas la principale source des Football Leaks, et qui, alors en Europe, mais qui est actuellement donc, résident en Hongrie, qui est soumis à une demande d'extradition du Portugal pour avoir dit la vérité sur le monde du football. Voilà, il a révélé les pratiques financières du monde du football, et pour avoir dit la vérité, il est dans une situation absolument inextricable et sans avoir les moyens lui-même de s'en sortir. Donc on essaye actuellement de l'appuyer dans sa situation qui actuellement est quand même très difficile. Je voudrais dire un mot sur la situation de la France qui devrait inquiéter sur la deuxième pente de notre débat, qui est la question journalistique. Je voudrais rappeler des faits qui sont connus, mais 90% de la presse écrite appartient à 10 personnes. Et ces 10 personnes qui sont soit des multimillionnaires, on parle de centaines de millions d'euros, soit des milliardaires, sont des personnes qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui n'arrêtent pas de faire des deals. C'est les Bolloré, les Bernard Arnault, les Xavier Niel et compagnie. Et ça a un effet évident sur la capacité à révéler un certain nombre d'informations et surtout à permettre aux journalistes de les traiter non pas de façon directement indépendante, c'est-à-dire que dans une partie de ces médias-là, il n'y a même pas de censure directe. Enfin, dans une partie, il y en a, des personnes comme Bernard Arnault et François-Henri Pinault, donc propriétaires respectivement du Point, des Échos, du Parisien et de quelques autres, assument d'intervenir, comme Olivier Dassault, dans leurs médias. Il y en a d'autres comme Xavier Niel qui disent, il y a cette phrase extraordinaire de Xavier Niel, « Vous ne trouverez jamais trace d'une intervention de ma part dans mes médias ». Et je pense que les termes sont pesés. Donc ça passe par, du coup, la nomination d'un homme de main, en l'occurrence Louis Dreyfus, qui est directeur général du Monde, de l'Obs, de Télérama, etc., qui va être chargé des nominations, promotions, recrutements et autres, et qui va s'assurer que l'environnement sera plus ou moins favorable à des travaux d'enquête, de défense des lanceurs d'alerte et autres. Donc, évidemment, la situation de la France n'est pas celle de la Russie, mais il faut être très très attentif aux liens d'affaires entre le monde économique, et en particulier multimilliardaires dont la fortune dépend de la commande d'État, propriété de médias et liens avec le politique, qui permettent souvent, en fait, soit d'étouffer, soit de modifier le traitement de l'information que les lanceurs d'alerte vont émettre. Bonsoir, merci pour la conférence. Et à ce propos, je me demandais, est-ce qu'un lanceur d'alerte peut avoir plus intérêt à parler à une ONG ou une structure tierce comme Wikileaks plutôt qu'à un média? Et si oui, dans quel cas? Alors évidemment, parce que l'intérêt du journaliste n'est pas forcément parfaitement cohérent avec l'intérêt du lanceur d'alerte. Le journaliste a cherché à publier une information, c'est son métier, et sans forcément se préoccuper du sort du lanceur d'alerte. Et évidemment, il vaut mieux conseiller de s'adresser d'abord à des ONG. Alors maintenant, il y a une palette d'organisations qui sont là pour orienter le lanceur d'alerte, le défenseur des droits, bientôt la maison des lanceurs d'alerte et d'autres structures dans d'autres cadres. Et évidemment, il faut prendre conseil avant de se tourner en premier lieu vers un journaliste. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Et à minima, prendre un conseil juridique. Un avocat est là vraiment pour représenter vos intérêts et pas ceux du journaliste. Et bon, en l'occurrence, moi j'avais fait la démarche d'aller voir des experts issus d'ONG, de la fiscalité, pour valider mon interprétation, et qui étaient embarrassés en fait, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de ces documents, et qui m'ont dit entre les lignes qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que de porter l'alerte publiquement avec des journalistes. Mais en l'occurrence, voilà, c'est le fait d'avoir été identifié comme source du journaliste qui m'a mis après en difficulté. Donc c'est vraiment un jeu dangereux. Mais qu'il ne faut pas. Là, mon message, c'est vraiment pas de dissuader. Vraiment, l'enjeu, c'est de ne surtout pas tarir les sources des journalistes, qui sont un enjeu de démocratie évident et très très puissant. Bonsoir. Je vous remercie pour vos interventions très intéressantes. On a parlé de la protection des lanceurs d'alerte, mais on n'a pas trop parlé de la directive européenne qui a été transposée l'année dernière dans le droit français sur le secret des affaires et la protection du secret des affaires qui a été décriée justement pour les risques. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, sur la
la directive, elle a été, la transposition a été, elle a fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire que beaucoup de journalistes se sont mobilisés, beaucoup d'ONG qui défendent justement les lanceurs d'alerte en considérant que la transposition de cette directive, ça allait être tout simplement une possibilité de bâillonner et la presse et les lanceurs d'alerte. Donc il y a eu des pétitions, enfin ça a été... voilà. Alors, que vous dire d'un point de vue juridique, puisque c'est mon rôle ce soir, d'un point de vue juridique, donc le Conseil constitutionnel, bon, après, on a confiance ou pas dans nos institutions. On commence vraiment à avoir le Conseil constitutionnel, Ah oui. c'est à chaque fois qu'on le mentionne, j'ai vraiment Bon, l'impression. après, pour les juristes, quand même, le Conseil constitutionnel, normalement, c'est quand même une certaine autorité. Bon, donc la loi a été déférée au Conseil constitutionnel, elle a été considérée comme conforme à la Constitution. Alors, sur les points, en gros l'argument, après je vous dis l'argument du Conseil constitutionnel, ça a été de dire que il y a une exception qui est expressément prévue dans le texte, disant que les lanceurs d'alerte et toutes les personnes qui révèlent des informations qui sont dans l'intérêt du public ne sont pas concernés par le secret des affaires. Donc, c'est-à-dire l'exception a été prévue dans le texte. Pour le Conseil constitutionnel, le fait que cette exception soit prévue est suffisant et ne remet pas en cause le droit d'alerter ni le droit d'informer pour les journalistes. Voilà, d'un point de vue juridique. Évidemment, pour les ONG, etc., pour les journalistes, c'était pas suffisant. Mais là, on n'a pas non plus, il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'affaires. Voilà, donc on est en attente. Le fait que l'exception soit expressément prévue, normalement, devrait être un gage de confiance. Mais après, moi, j'ai confiance dans les institutions, donc peut-être trop. Mais donc voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Après, il faudra voir à la longue comment ça va fonctionner. Non, mais alors bon, évidemment, c'est vrai, il y a une exception. Après, c'est à vous de prouver que vous êtes un lanceur d'alerte. Donc c'est à nouveau, voilà, on se retrouve dans la définition sapin 2. Est-ce qu'on vraiment remplit les critères? Donc ça, c'est pas évident, quoi. C'est pas, en tout cas, c'est pas immédiat comme exception. Il faut la faire valoir. Et en tous les cas, c'est une disposition qui renforce le secret des affaires. Donc toute information, enfin la définition est quand même très 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 large. Donc à peu près toute information issue d'une entreprise sera davantage protégée à l'avenir, et avec une disposition qui peut être instrumentalisée à l'encontre des lanceurs d'alerte, puisque donc moi-même j'ai fait l'objet de poursuites pour violation de secret des affaires, et avant de prouver qu'on est un lanceur d'alerte, on est poursuivi pour ça. Donc c'est ça la réalité. Et après, bon, après voilà, chacun a son opinion. Est-ce qu'il y a besoin de protéger plus des intérêts économiques extrêmement puissants, ou plus des citoyens isolés et vulnérables? Je vous laisse trancher, sans du tout orienter la réponse. Mais après, en tout cas, l'accord politique, parce que c'est une directive, l'accord politique au Parlement européen, et beaucoup de députés européens prétendument de gauche ont voté pour cette directive, avec à l'esprit que donc la contrepartie de cet accord, c'était d'adopter une directive pour protéger les lanceurs d'alerte. Et là, le calendrier devient très très serré, mais il est maintenant connu. Les négociations en sont au trilogue, donc on est quand même chacun a émis sa proposition, et on se retrouve autour d'une table pour se mettre d'accord. Et j'espère qu'on aura un texte qui ne sera pas vidé de sa substance et qui sera adopté avant les élections. Et en tout cas, politiquement, ce serait extrêmement fort de montrer que l'Union européenne est capable de se saisir d'un sujet qui concerne chaque citoyen, qui redonne du pouvoir à n'importe quel salarié, à n'importe quel citoyen, et qui concerne autre chose que le marché intérieur, la concurrence, etc. Et en plus, voilà, dans ce contexte vraiment à quelques mois des élections européennes, c'est quand même important de souligner que c'est le Parlement européen, qui représente 500 millions d'Européens, qui a eu la position la plus progressiste, qui a voté plusieurs résolutions en faveur de la protection des lanceurs d'alerte. Et c'est suite à cette pression du Parlement et de la société civile que la Commission européenne a fini par proposer un texte. Et la force qui freine maintenant, et qui a essayé de torpiller le texte, et heureusement on a échappé à ça, après on ne sait pas encore ce qui va sortir, mais c'est certains États membres, c'est le Conseil
qui a plutôt été un frein. Donc, je pense qu'à l'avenir, ce serait intéressant de renforcer le pouvoir du Parlement européen, c'est une position personnelle, mais je pense que... Sur la loi du secret d'affaires, c'est bien parce que c'est pas une loi scélérate, pour le coup elle annonce la couleur, c'est vraiment une loi qui vise à défendre les intérêts des lobbies les plus puissants et des intérêts financiers déjà très établis, comme vous venez de le dire. Mais encore une fois, je reviens à cette chose quand même, à chaque fois qu'on a mentionné le Conseil constitutionnel dans cette discussion, c'est quand même révélateur, c'est-à-dire c'est aller toujours dans la même direction, c'est quand même assez signifiant et ça interroge justement sur ces institutions qui ne défendent, à mon avis, à mon sens, plus assez les droits des citoyens par rapport à un système qui a commencé à dériver de façon de plus en plus grave. Et la question de lanceur d'alerte, encore une fois, s'inscrit dans un débat sociétal qu'il faut avoir. C'est pas ici qu'il faut l'avoir, mais c'est sur la société que l'on veut avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le lanceur d'alerte n'existe pas sans écosystème. C'est-à-dire qu'être lanceur d'alerte aujourd'hui en Russie ou en Chine, c'est juste la garantie de vous faire soit zigouiller, soit mettre en prison dans la foulée et d'étouffer sans avoir jamais pu en fait sortir quoi que ce soit dans l'espace public, parce que même si vous avez ce geste héroïque, ça retombera tout de suite, parce que tout sera fait pour vous écraser. Donc de la même façon, quand on pense aux lanceurs d'alerte, il faut penser à la santé démocratique de notre société dans son ensemble. Les conseils constitutionnels, pour moi, c'est devenu une scorie, c'est-à-dire la façon dont ces membres sont nommés, ils agissent, on découvre de plus en plus les interactions permanentes qu'il y a entre l'exécutif et certains de ses membres, notamment son président. Tous ces allers-retours avec Nicole Belloubet, par exemple, qui est devenue ministre de la Justice et qui porte des projets de loi qui vont avoir à être examinés par ses collègues. Enfin, il y a toute une série des anciens collègues, toute une série de dispositifs et de situations de facto qui montrent que le Conseil constitutionnel aujourd'hui n'est pas le gardien de la liberté qu'il a prétendu être, et qu'il a prétendu être à un moment où il a voulu exister par lui-même. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a vocation à être le gardien des libertés. Si vous avez fait un peu de droit constitutionnel, vous le savez, il y a eu une sorte de décision à un moment qui l'a amené à s'auto-attribuer ce rôle, mais il n'y a pas du tout de nature du Conseil constitutionnel à jouer ce rôle-là, et moi je pense que depuis quelques années, on voit bien qu'il est revenu à un rôle plus de traditionnel. la QPC, introduite en 2008. Oui, et la QPC qui vise à renforcer les droits des citoyens, a un rôle qui dans l'ensemble peut être favorable, parce que justement il tente de juridictionnaliser le Conseil constitutionnel en quelque sorte, et lui donner, et du coup dans sa confrontation à la réalité judiciaire, donc son insertion dans un processus judiciaire, évidemment, il y a un contrepoids qui s'interpose au fonctionnement très élitaire et un peu hors sol qui font vivre cette institution lorsqu'il s'agit de juger de lois. Et voilà, donc oui, mais à mon avis, ça ne suffit pas à racheter en quelque sorte l'institution, mais voilà, là on rentre dans un débat qui est politique en fait. J'ai de la 6ème République. Bonsoir. Moi, je voulais m'adresser à Madame Pauly à propos, au début de l'intervention, vous avez parlé des abus de la part des lanceurs d'alerte envers certaines sociétés. Et à quoi faisiez-vous référence? Est-ce qu'il y a vraiment des cas où le lanceur d'alerte qui joue vraiment un rôle d'utilité sociale, est-ce qu'il peut justement tendre vers un abus ou, Normalement, non. C'est-à-dire que le lanceur, ou alors je me suis mal exprimée, mais de toute façon, le lanceur d'alerte, par définition, si on le considère comme lanceur d'alerte, il doit révéler, il y a plusieurs conditions aussi qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure, il doit révéler des informations qui soient utiles pour le public, ça c'est important, il doit agir de bonne foi et de façon désintéressée. Donc si jamais l'alerte, enfin la personne portait à la connaissance du public ou faisait une alerte sur des faits dont elle sait sciemment qu'ils sont faux, par définition, c'est pas un lanceur d'alerte. Donc ça ne se pose pas. Si pareil, les faits sont constitutifs de dénonciations calomnieuses et choses comme ça, c'est pas un lanceur d'alerte. Donc par principe, on se dit que là, on a passé ce stade-là et que le lanceur d'alerte agit de bonne foi, de façon désintéressée, et il va effectivement porter un signalement de quelque chose qui est préjudiciable à l'intérêt général. Donc il n'y a pas d'abus. Les abus, ça peut être, c'est pas des abus, c'est dans la proportionnalité des moyens de divulgation employés. C'est juste ça. C'est-à-dire que
Et c'est là que, est-ce qu'il faut immédiatement porter le scandale publiquement, c'est dans ce sens-là, ou est-ce qu'il faut voilà, essayer de régler les choses petit à petit? C'est là, c'est juste la question-là qui se pose. Et je vous ai dit, si certains remettent en cause la qualité, moi ce n'est pas mon cas à titre personnel, je aussi préciser, de lanceurs d'alerte à des personnes comme Chelsea Manning ou Edward Snowden, c'est justement parce qu'ils ont considéré qu'il y avait une volonté de rendre public des choses sans forcément vouloir faire changer les choses. Mais moi je pense qu'ils voulaient faire changer les choses. Donc c'est évidemment, sauf que c'est tellement à grande échelle, c'est-à-dire que soit on veut parfois faire changer à petite échelle, et donc ça paraît plus faisable. Là, c'est tellement énorme ce à quoi ils s'attaquent qu'on se dit, ben non, ils veulent juste dénoncer pour dénoncer. Non, je pense qu'ils étaient consciemment convaincus et de la volonté de faire changer les choses. Donc non, moi je ne vois pas, vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas, je n'adhère pas, je l'ai juste voulu le signaler, mais je n'adhère pas à ces critiques, enfin, en tout cas cette forme. Mais non, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait d'abus. À partir du moment où il y a le garde-fou de la bonne foi, l'agir de façon désintéressée et dans l'intérêt général, il ne peut pas y avoir d'abus. Voilà. Peut-être un mot, enfin, le critère de la bonne foi, je crois qu'il est sujet à débat, hein, oui. Parce que d'un point de vue purement utilitariste, en fait, même une personne qui a cherché à vendre ces informations avant d'en faire une alerte, si ces informations sont d'intérêt public, le débat démocratique y gagne. Hein. On a intérêt à obtenir, enfin, à ce que ces informations soient rendues publiques, même s'il y a eu une démarche tordue en amont. Et là-dessus, bon, ça, on peut en débattre. Mais moi, de mon point de vue, je pense que le critère vraiment déterminant, c'est l'intérêt public de l'information avant la qualification, en tout cas le parcours personnel du porteur de l'information. Il me semble que la bonne foi n'est pas retenue en Grande-Bretagne. On n'exige pas la bonne foi en Grande-Bretagne. Pour Wikileaks aussi, et d'ailleurs, Wikileaks a créé des bourses qui permettent de récompenser des personnes sur des sujets précis. Par exemple, c'était sur les traités transatlantiques qui visaient à créer des fonds de dotation qui permettaient aux personnes, qui visaient à inciter les personnes qui auraient accès à des documents qui permettaient de révéler l'état des négociations pour le rendre accessible au public et que le public ne se retrouve pas, in fine, enfin les citoyens ne se retrouvent pas, in fine, devant un fait accompli avec des accords qui avaient pourtant des implications sanitaires, économiques et même démocratiques importantes. Ils incitaient financièrement les personnes et moi je suis assez pour en fait le fait que cette incitation existe et de façon générale qu'en effet ce soit que l'intérêt public d'information, en gros la vérité, quoi. Dès le moment que la vérité est dite, quelle que soit la motivation, toute personne qui agit a une motivation, qu'elle soit de rémunération symbolique vers l'extérieur ou même vis-à-vis de lui-même pour se retrouver ajusté par rapport à sa propre éthique et de ne pas subir une contrainte morale qui lui ferait servir un projet politique ou économique ou autre avec lequel il est en désaccord. On cherche tous une récompense dans nos actions, ou en tout cas la fin d'une contrainte qui s'appliquait à nous. Et alors, est-ce qu'il faut la maintenir à une sorte de critère moral qui sera toujours discutable, extrêmement réduit, etc. Ou est-ce qu'on l'étend tout simplement à toute forme d'action qui permet de faire émerger une forme de vérité dans l'espace public? Moi, je suis très très partisan de la seconde hypothèse. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais juste citer Bradley Birkenfeld est devenu multimillionnaire après avoir lancé une alerte sur l'évasion fiscale au sein du BS. Bon, il est aussi passé par la case prison, mais... Et aux États-Unis, le système d'alerte rémunérée existe. C'est-à-dire qu'on récompense, c'est le système du Kidam. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va découvrir un agissement qui est contraire à l'intérêt général, qui va agir, qui va faire un procès et en fait, il va se rémunérer sur la somme qui va permettre d'économiser notamment à l'État. Donc le système d'alerte rémunérée existe dans certains pays, hein, et ça ne fait pas peur le fait que l'alerte soit rémunérée. Là, moi je trouve que la rémunération renvoie pas forcément à la bonne foi, ça renvoie au terme de manière désintéressée. C'est ce terme-là de la définition. Après, c'est une question peut-être de culture française. Mais après, il y a la question de la rémunération des adviseurs fiscaux aussi, qui sont qui peut se poser. Voilà. Bonsoir. J'ai une question pour M. Branco. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour Wikileaks et est-ce que vous aviez une opinion sur Wikileaks avant d'y travailler?
Alors, ce qui m'y a amené, c'est que je m'étais beaucoup engagé contre la loi Adopi. Quand j'avais 19-20 ans, j'étais devenu une des figures du mouvement. On avait réussi à obtenir un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, votre connexion Internet n'est pas coupée quand vous téléchargez des séries. Parce qu'au départ, c'était un peu l'idée, hein, c'est qu'il y ait 300 000 connexions Internet coupées chaque année. Donc c'était une loi qui était extrêmement liberticide, avec des conséquences que vous imaginez en termes sociaux pour les parents, les voisins, les personnes qui seraient mal ciblées, etc. C'était vraiment un dispositif de mal. Donc c'était battu contre ça, avec la Quadrature du Net et quelques autres, on avait réussi à obtenir en gros une désactivation du dispositif qui est devenu une forme de boîte à spam qui par ailleurs ne règle rien, hein. C'est le problème actuel, c'est qu'on se retrouve du coup avec un développement. À l'époque on avait annoncé, on ne va pas rentrer dans le débat, mais soit on arrive à mettre en place une licence légale publique qui permette, globale publique, pardon, qui permette de rémunérer les créateurs à juste mesure du nombre de téléchargements, etc. Soit il y aura des licences globales privées qui vont se mettre en place, et c'est finalement ce qui s'est passé vu que l'État n'a pas été courageux, et on s'est retrouvé avec des Deezer, des Netflix et tous les problèmes que ça cause, et à côté des plateformes de streaming illégales, puisque officiellement le peer-to-peer, théoriquement le peer-to-peer est plus sanctionné que le streaming, et donc on a réorienté les flux vers un système qui est complètement catastrophique, et pour la culture, et même pour vous qui vous regardez vos vidéos assommées de publicité et autres. Donc on est rentré là-dedans, et en fait c'est des petits mondes. Donc via la Quadrature du Net, à un moment ils m'ont demandé si je devais travailler pour Snowden, si je voulais travailler pour Snowden. Je faisais un doctorat en droit international, donc j'étais en train d'aller à Yale, et j'ai dit bah banco. Ils m'ont dit bah il faut qu'on aille voir Julian pour ça, et Julian m'a dit bah, écoute Edouard il a un pays tout entier pour lui, c'est pas un petit pays, moi j'ai 20 mètres carrés, donc je pense qu'il vaut mieux qu'on bosse ensemble, et voilà, ça a commencé comme ça. Et mon opinion sur Wikileaks auparavant était impossible, je sais plus, mais a priori positive, je pense. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que vous avez mis en relation l'avant lanceur d'alerte et l'après sur le plan législatif? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles actions mises en place sur le plan fiscal, par exemple, avec les Big Four pour leurs pratiques fiscales avec les différentes entreprises de Luxembourg? C'est une alerte qui a eu des conséquences concrètes très insuffisantes. Alors ça, on dit tout le temps ça, mais voilà, il y a eu une commission d'enquête au Parlement européen qui a fait des propositions, et il y a eu en tout cas une accélération du calendrier des réformes fiscales en Europe, et notamment une idée qui était déjà dans les tuyaux, notamment au sein de l'OCDE, c'était un échange automatique d'informations, et il y a eu un accord unanime très rapide après les LuxLeaks, en fait, parce qu'en matière fiscale, c'est un peu le problème en Europe, c'est qu'il y a besoin que tous les États membres soient d'accord, et là, après les LuxLeaks, ils se sont tous mis d'accord, oui, il faut absolument échanger de manière automatique ces tax rulings, et donc ça, c'est une conséquence concrète qu'il y a eu juste après les LuxLeaks, et après, ça a aussi relancé le projet d'une harmonisation de l'impôt sur les sociétés en Europe, le projet ACCIS, Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, qui était en sommeil avant les LuxLeaks et qui est plus ou moins retombé en fait après. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça, de mon point de vue, ça pourra pas changer sans l'indignation du peuple, quoi. Et il faut poursuivre avec cette répétition de scandales qui présente le risque de lasser l'opinion. Au bout d'un moment, les gens, ouais, encore une affaire d'évasion fiscale, mais ça ne changera jamais, quoi. C'est toujours les mêmes en plus. Et ça, c'est assez dangereux en fait. Mais il y a énormément d'inertie. C'est un sujet. Bon, là, c'est un exemple où il y a eu une conséquence concrète, donc ça montre qu'une alerte peut réussir. Mais le compte n'y est pas, quoi. Il y a encore beaucoup d'optimisation fiscale très agressive de la part des multinationales en Europe. Et malheureusement, voilà, c'est ce qui bloque vraiment, hein, c'est l'unanimité des États membres. Et il y avait des projets pour en sortir, il y a des dispositions légales qui permettraient de sortir cette compétence de la règle de l'unanimité, mais qui nécessite que tout le monde soit d'accord pour le faire. Donc en fait, ça se mord un peu la queue. Bonsoir, merci pour votre conférence. On sait que Wikileaks, ça tient principalement dû à une architecture technique qui est quand même relativement compliquée. Julian Assange, je la comprends, mais très peu de personnes peuvent la comprendre. Et toujours dans le but démocratique, est-ce que vous ne pensez pas justement que dans les cursus universitaires, quels qu'ils soient, même en journalisme, on devrait inclure une grande partie technique
Par exemple, on a vu un journaliste récemment où il est d'une école qui est pas loin d'ici dire qu'en navigation privée, il se sentait protégé. Il faut consulter des sources. Est-ce que par exemple, on ne devrait pas inclure dans n'importe quel cursus l'utilisation des VPN, l'utilisation de Tor, un signal, au moins pour avoir un début et un lancement d'alerte qui soit simplifié, au moins sur la première phase? Oui. C'est essentiel, et moi je pense que, mais en même temps, encore une fois, je pense que Edward Snowden et Wikileaks ont déjà fait une grande partie du travail en deux temps. Une fois, d'abord Wikileaks d'abord Edward Snowden avec la révélation sur la NSA qui nous ont permis de savoir comment est-ce qu'on était espionné, et dans quelle ampleur, et du coup quels outils il fallait utiliser pour se protéger, pour protéger sa vie privée, et Wikileaks dans un second temps en révélant ce qui nous a valu la ire de la CIA et le fait qu'il fasse maintenant une fixette un peu obsessionnelle, c'est-à-dire tous les outils que la CIA utilisait pour pirater les ordinateurs des sources, de leurs cibles individuelles. Et donc vraiment là, on a désactivé l'arsenal numérique de la CIA, et à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais ces gens ont vécu pendant des mois avec ces trucs dans leurs mains, donc théoriquement ils auraient pu les utiliser pour pirater littéralement n'importe quel ordinateur du monde entier. Et théoriquement aussi, c'était des cibles à battre ultra prioritaires si jamais on apprenait qu'ils avaient ça entre leurs mains. Mais ce travail a été fait dans le sens où aujourd'hui, avant Snowden, vous traitez de parano, dès le moment qu'on parlait de surveillance de masse, dès le moment qu'on disait évidemment que tu es passé. Enfin, il y avait quelque chose qui, non seulement techniquement parlant, mais même socialement parlant, faisait que se protéger était vu comme le fait d'un dérèglement mental. Et donc il y a eu quand même cette désactivation de toute cette censure en fait, sociale qui s'appliquait à ces comportements, qui est très importante et qui fait qu'aujourd'hui on sait à peu près. Alors évidemment le problème de ce genre de choses c'est que ça se désactualise. C'est-à-dire que ça tient un temps, mais au bout d'un moment vous ne savez plus quels sont les outils qui sont en face de vous à nouveau. Et là il faut en revenir à une connaissance technique très profonde des outils en question pour vous-même anticiper comment vous protéger ou non. Et donc oui, bien sûr qu'il faut former les journalistes, les décideurs politiques. Moi, c'est une anecdote que j'ai toujours racontée. Quand je négocie l'asile avec François Hollande de Julian Assange, on vient de révéler la semaine d'avant que les communications téléphoniques de François Hollande et des deux précédents présidents de la République étaient espionnées par la NSA, et il m'écrit des textos. Non mais enfin, je veux dire, à un moment, il y a aussi bon, il y a la question de la formation, mais il y a aussi peut-être une question d'intelligence, je sais pas. Et pareil pour Fabrice Arfi, à un moment, il y a aussi une responsabilité morale, sociale, individuelle, qui est de dire, c'est super lourd parce que c'est vrai, moi je vous le dis, pour avoir vécu surtout un moment critique où je travaillais avec eux, c'est insupportable, ça vous désocialise de façon extrêmement violente. Là, Nokia, mes burner phones, le fait de ne pas recevoir des MMS, c'est peut-être le moindre mal. Mais je veux dire, il y a toute une série de conséquences pratiques dans le fait d'agir de façon à protéger vos sources et la confidentialité de vos données qui sont réelles. Et donc ça, c'est le deuxième enjeu derrière. Encore une fois, politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne sur ces sujets comme une colonie américaine, c'est-à-dire qu'on est intégré au sein d'un système de surveillance, d'espionnage, de partage d'informations entre services de renseignement qui font qu'on est complètement dépendant des services américains, qu'en retour on les laisse espionner de façon très très large nos communications, quasi intégrales. Évidemment, ils ne regardent pas chaque communication, mais ils sont capables de retracer et de rétroactivement chercher les communications de ceux qui leur intéressaient. Et on n'a aucune protection réelle par rapport à ça en tant que citoyen français. Et de la même façon, en fait, ça crée des effets d'opportunité au sein des services de renseignement français qui, lorsqu'ils ont vraiment besoin ou considèrent qu'ils ont vraiment besoin de surveiller quelqu'un sur le territoire français et qu'ils ont besoin de contourner les protections juridiques et légales qui s'appliquent à ce sujet, ils demandent à la NSA de leur faire une note qui leur permettra de récolter des informations qu'eux-mêmes n'ont pas récoltées parce que la loi leur interdit. Et aujourd'hui, ça se passe factuellement comme ça. Donc on est quand même désouverainisé en tant que population, quoi, par rapport à un système qui contourne en fait les protections juridiques qui ont été votées par le Parlement, c'est-à-dire par nos représentants. Merci à vous. On va donc conclure la conférence. J'aimerais bien dire quelques mots. Grâce à votre participation à tous les trois, on a un peu exploré différentes facettes de cette personne qu'est le lanceur d'alerte.
Il me reste donc, Madame et Messieurs, à vous remercier chaleureusement pour votre présence. Et je pense que je peux dire merci aussi au nom de tous les étudiants qui sont ici, de Sciences Po et de la fac aussi à Lille. Merci aussi pour tous ces éclaircissements qui ont un peu dévié du thème, qui ont été aussi très utiles, que ce soit au niveau du droit ou des renseignements. Merci beaucoup.